Voilà, bonsoir. Merci Ah, d'être présent parmi nous ici en présentiel. On a un certain nombre de personnes qui nous suivent à distance. Donc, on va mixer la soirée entre vous ici et ceux qui nous suivent à distance. Le thème de la soirée, comme vous l'avez vu, c'est donc énergie, dépassionner le débat. Et on avait deux idées derrière ce thème. La première, c'est que dans toutes les problématiques de transition écologique, on sait que l'énergie est une question clé, que l'énergie risque de nous manquer, en tout cas dans l'abondance qu'on a connue dans les 10 années ou 15 années qui viennent, qu'il va donc falloir faire des choix parce que ça aura un impact sur notre économie, sur notre vie sociale, peut-être même sur notre vie politique. Et donc les choix énergétiques que l'on fera pour nos sociétés sont très importants. On va probablement vers un mix, mais un mix avec combien d'énergie renouvelable, combien de nucléaire, combien de fossiles, à quelle vitesse tout ça peut évoluer. Et on s'aperçoit que chaque fois qu'on parle d'énergie, on est dans des débats passionnés. Chacun a une idée très arrêtée de ce pourquoi il est ou de ce contre quoi il est. Et on espère qu'une soirée comme ça peut nous aider à prendre un peu de distance et à écouter finalement le point de vue et la logique de chacun. J'aimerais d'ailleurs faire un petit témoignage personnel qui, j'espère, peut donner le ton aussi à la soirée. J'ai moi-même été plutôt un anti-nucléaire tout au long de ma jeunesse, depuis mes années d'étudiant. Et j'avais deux arguments. Le principal, c'était comment peut-on oser laisser des déchets radioactifs et dangereux pour des dizaines de milliers d'années aux générations à venir. Ça me semblait totalement immoral. Et la deuxième, c'était une certaine suspicion de nos sphères décisionnelles, des intérêts financiers, etc. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait des tas de raisonnements tout à fait cohérents que je ne prenais pas en compte. Et je me souviens même d'une émission où j'avais écouté des intervenants qui étaient tous ingénieurs dans des structures liées au nucléaire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne les écoutais pas. Parce que j'avais un a priori négatif, que de toute façon, ils étaient partisans, ils jouaient le jeu de certains, et donc leurs arguments, je ne les prenais pas en compte. Donc je me suis rendu compte que ce côté passionnel et un peu arbitraire, pour ne pas dire idéologique, je le portais en moi. Et je voulais partager ça parce que je crois que dans le débat qu'on veut mener, il faut qu'on arrive à se départir de ces points, de ces religions qu'on s'est fait sur un sujet. Et je peux vous dire que ce soir, j'ai changé de point de vue d'une façon générale. Je crois qu'on va vers un mix, il faut trouver le bon équilibre. Mais au fond, je n'ai pas de religion sur la question. Et en parlant avec nos intervenants ce soir, pour préparer la soirée, j'ai été passionné par ce qu'ils m'ont dit, par l'univers dans lequel ils travaillent, qui a sa cohérence, qui a des choses qu'il nous faut entendre. Alors, pour vous les présenter, je commence par Benoît Magneux, qui sera notre premier intervenant, qui a, tous les deux, ont fait leur carrière depuis plus de 20 ans dans l'énergie. Donc vous êtes tous les deux des grands spécialistes de l'énergie. C'est votre univers professionnel, c'est votre univers de tous les jours. Et Benoît travaille donc actuellement chez GRDF dans les réseaux de France, mais il a été dans Engie pendant des années, en recherche et développement, stratégie, donc vraiment dans le cœur de la réflexion sur toutes ces énergies, et actuellement plutôt spécialisé sur le gaz, mais avec une très bonne connaissance de tout ce qui est dans les domaines des énergies renouvelables. Et d'ailleurs, Benoît fait partie de deux plateformes, associations qui défendent, qui réfléchissent sur les questions d'énergie nucléaire, d'énergie renouvelable. Donc vous avez aussi à ce titre, comme administrateur de ces associations, vous êtes baigné dans ce milieu. Plutôt sur les énergies renouvelables. Plutôt sur les l'Observatoire des énergies renouvelables et Enerplan, qui est un syndicat professionnel de défense du solaire. Solaire photovoltaïque et solaire thermique sont un peu les deux grandes technologies solaires qui existent. Voilà. Mais ce soir, Benoît va aussi nous donner un aperçu de la situation de l'énergie en France pour comprendre un peu les ordres de grandeur et où on en est, qui nous aident à comprendre où est le débat. Enfin, en tout cas, on aura quelques graphiques qui sont très parlants. Et ça sera donc un peu un tableau général et ensuite un peu la présentation de ces énergies et aussi un peu le coût comparé entre les différentes énergies pour comprendre quelles sont un peu les données pour imaginer quel pourrait être le bon mix énergétique pour la France. Et puis Vincent Chrétien est un grand spécialiste par contre du nucléaire et il a été toute sa carrière dans l'impact des centrales nucléaires sur l'environnement. Sujet qui était très très en vogue au début parce qu'on disait attention, est-ce qu'on va tous devenir radioactifs, etc. Et aujourd'hui, vous faites partie d'une organisation internationale qui surveille toutes les centrales nucléaires dans le monde entier, sauf la Corée du Sud, si j'ai bien vu, du Nord,
Et tous les 4 ans, il y a une vingtaine d'experts qui vont aller observer comment fonctionnent ces centrales pour essayer de voir comment se fait-il qu'on a eu Fukushima et Tchernobyl, quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour réduire le risque humain qui accompagne toujours la maîtrise technologique. Donc on a là un intervenant qui peut vraiment nous apporter un éclairage avec autorité sur où en sont vraiment les risques du nucléaire en termes d'accident. Mais on ne lui demandera pas que de parler de ça. On aimerait aussi aborder les questions qui se sont posées naturellement à nous sur le nucléaire, avec le fait que ça semble de nouveau en vogue au niveau de l'État. On veut lancer des EPR. Pourquoi en a-t-on besoin? Quelles sont les autres possibilités? Quels sont les coûts? La question des déchets aussi. Enfin voilà, je ferai en fait une interview un peu spontanée de notre intervenant pour un peu faire le tour de ces questions. Et puis on pourra toujours approfondir. Avant de vous passer la parole, je vais juste rappeler la structure de nos soirées. On compte à peu près une demi-heure d'intervenants avec Benoît sur les thématiques que j'ai décrites, puis 20 minutes avec M. Chrétien, et ensuite on se mettra en petits groupes, c'est-à-dire que dans la salle, vous vous tournerez vers vos voisins, et pendant 8-10 minutes, vous pourrez un peu réagir pour dire à vos voisins, ben moi voilà ce que me pose comme question ou suscite comme réaction ce qu'on a entendu, de façon à ce que la soirée ne soit pas que passive à écouter les intervenants, mais qu'on soit soi-même à un moment donné en position d'exprimer à son voisin, c'est assez simple, ce que tout ça nous suggère. Et puis de ces échanges en petits groupes, on aura ensuite un nouvel échange commun. Vous pouvez à la fois poser des questions pour creuser certains points ou faire part de réflexions, de convictions ou d'expériences qui sont les vôtres et qui viennent enrichir la soirée. C'est-à-dire qu'on a des gens de grande qualité, de grandes compétences, mais je crois que chacun en a aussi parfois des choses importantes à dire du point de vue qui est le nôtre. Voilà, ça c'était donc pour l'introduction. Merci en tout cas beaucoup à nos intervenants d'être disponibles ce soir et de vous être préparés. Je commence la parole à Benoît Bellieu. Merci à vous, Frédéric. Donc, je voudrais partir de la conférence de la dernière fois, en fait. Donc, Laurent Morel nous a présenté une conférence passionnante sur le dérèglement climatique, en nous expliquant donc d'un côté, il était lié à l'activité humaine et à nos émissions trop excessives de gaz à effet de serre, et d'un autre côté, le fait que ce dérèglement nous impose d'aller rapidement, c'est ce que disent les scientifiques, vers la neutralité carbone. Cette neutralité carbone, c'est un rééquilibrage en fait de nos émissions de manière à ce que ce qu'on émet puisse être capté par la nature. Donc il faut aller rapidement à la neutralité carbone. Les politiques, pour eux, rapidement, c'est 2050. Donc l'objectif de neutralité carbone, il est mis dans la loi climat résilience qui a été votée récemment en France, dans le Green Deal européen, en cohérence avec l'accord de Paris sur le climat. Alors, comment on va parvenir à cette neutralité carbone en 2050? Naturellement, ça suscite beaucoup de questions. Il y a tout un tas d'instituts qui sont lancés dans des travaux depuis des mois sur le sujet. Donc, et dans le mois et demi passé, là, il y a au moins 3 qui ont sorti des rapports conséquents et passionnants. Des fois, c'est d'ailleurs qu'un premier tome en attente de travaux à venir, notamment Negawatt, l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique française, donc le bras armé de l'État pour déployer les politiques publiques d'écologie, et puis RTE, le réseau de transport électrique. Et puis, par ailleurs, il y a quand même un document cadre qui dit comment l'État français compte atteindre la neutralité carbone. C'est la stratégie nationale bas carbone qui a été validée par le Parlement en mars 2020 et qui est en cours de révision. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de la réviser en 2023-2024 et les travaux viennent d'être engagés là, de concertation des acteurs, dont moi, sur ces sujets-là. Voilà, donc déjà, si on regarde tous ces rapports, quels enseignements nous donnent-ils? Qu'est-ce qui est consensuel finalement dans tous ces rapports? Qu'est-ce qui ne fait pas débat? D'abord, le fait que, bon, on va en venir à notre sujet d'énergie, mais il y a aussi plein d'autres sujets que l'énergie. Il y a la lutte contre l'artificialisation des sols, il y a la recherche d'une meilleure gestion de déchets, le recyclage, l'économie circulaire. Tous ces sujets, en fait, il y a d'énormes chantiers à ouvrir dessus. Il y a les pratiques plus vertueuses en alimentation, en agriculture. Il faut aller à 44% d'agriculture bio en 2050. Il faut aller à 3 fois moins de gaspillage alimentaire. Il faut diminuer notre consommation de viande. Enfin, vous voyez, il y a tout un panel de choses. Et en fait, tous ces chantiers sont strictement nécessaires, les uns et les autres. C'est-à-dire que ce qu'on va dire après sur l'énergie, là, et on va voir c'est un des chantiers déjà massifs,
Ce sera suffisant uniquement si les autres chantiers. Il paraît que le son n'est pas très bon. Est-ce qu'on peut essayer sans masque? On va faire une dérogation. Alors, est-ce que c'est mieux là? Je ne sais pas. Faut que j'appelle mon témoin. Je peux poser la question à ceux en distance, si vous voulez nous faire un petit signal que le son est bon pour vous. Alors, quand je parle comme ça, est-ce que ça convient? Oui, dis-moi. Pour la salle, c'est bon ça... Oui, c'est mieux. C'est mieux, ok. Donc, tous ces chantiers sont strictement nécessaires les uns et les autres. Donc, ça veut dire que ce qu'on va dire après sur l'énergie ne sera suffisant à faire comme chantier. Enfin, on va voir, c'est déjà massif, mais ce sera suffisant que si les autres chantiers ont également abouti. Donc, je vous conseille la lecture de ces documents-là, dont je pourrais vous donner les références par ailleurs. Ça donne quand même une idée de l'interdépendance des sujets du fait qu'il va falloir qu'on développe une intelligence un peu transversale, parce que sitôt qu'on touche quelque chose, ça fait bouger d'autres choses. Et donc, il y a une intelligence un peu multicritère à développer, qui n'est pas forcément un outil qu'on a aujourd'hui. J'en viens à mon sujet énergie. Alors, attendez, parce que là, il ne veut plus. Il ne veut plus descendre. Ah si. Donc, dans le champ énergétique, l'atteinte de la neutralité carbone, elle condamne l'utilisation des énergies fossiles. Pourquoi? Parce que la neutralité carbone, donc, déjà, c'est pas une consommation, enfin, elle n'implique pas une consommation nulle. Elle implique une consommation faiblement carbonée, assez faiblement carbonée pour que ce qu'on rejette puisse être capté par la nature. Or, les énergies fossiles qu'on utilise aujourd'hui, elles sont issues de la captation de millions d'années de carbone et on les rejette depuis 150 ans à peu près de manière de plus en plus intensive dans l'atmosphère. Donc, naturellement, l'atmosphère, il n'arrive pas à capter tout ce CO2 surnuméraire. Donc, ces énergies fossiles, vous voyez le camembert, aujourd'hui, c'est presque c'est 60% en 2020 de nos consommations, malheureusement. Donc, ça veut dire que ces 60%, à horizon 2050, il faut qu'ils aient disparu. Au profit des deux autres éléments qu'on a dans notre mix, du nucléaire et des renouvelables, qui, eux, sont jugés globalement tous assez décarbonés pour survivre à cette aventure-là. On va voir que pour atteindre à cette neutralité carbone, en fait, et se débarrasser des énergies fossiles, en fait, il y a deux efforts à faire. Il faut faire non seulement celui qu'on va vraiment travailler ce soir, parce que c'est un peu l'objet et l'angle qu'on a donné à la soirée, c'est la substitution d'énergie renouvelable par rapport aux énergies fossiles et d'énergie nucléaire éventuellement, donc, avec les questions qu'on a posées tout à l'heure. Donc ça, c'est un élément, mais seulement les pouvoirs publics nous disent qu'à notre niveau actuel de consommation, on n'y arrivera pas. Donc il faut, dans le même temps, baisser notre consommation. Il faut réduire notre intensité énergétique. Donc, en fin de séquence, on arrivera donc au sujet principal, mais avant, j'aimerais faire deux petits préalables. Le premier préalable, ce sera sur cette diminution, naturellement, des consommations qui est nécessaire, de quel ordre elle est, comment on compte s'y prendre. Je vais le faire vite parce que ce n'est pas l'objet exact de donc, c'est nécessaire de s'y pencher pour savoir quelle est la toise à atteindre, mais néanmoins, on ne peut pas s'attarder trop dessus. Et je vais aussi faire un petit préambule, un préalable pour donner des éléments de compréhension de la façon dont le système énergétique français fonctionne aujourd'hui, parce que c'est un jeu de contraintes, c'est-à-dire que le système énergétique, on ne va pas tout d'un coup pouvoir déménager de notre pays, attendre qu'il se rénove et revenir avec un système tout neuf. Il faut qu'on vive la transition avec le système. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on joue aussi avec les jeux de contraintes qu'il a et qu'on ne fasse pas n'importe quoi pour pouvoir continuer, nous, à avoir notre activité par ailleurs. Voilà, donc je vais faire les deux préalables de manière assez rapide, vous allez voir, et puis après, on viendra à l'objet principal qui est quelles énergies renouvelables ou quelles énergies décarbonées de manière générale peut-on substituer aux énergies fossiles. Donc, les premiers préalables donc, sur le système énergétique français. Alors, j'aime bien commencer par ce schéma-là, ce schéma qui vous montre un peu comment fonctionne notre demande aujourd'hui. Donc, vous voyez, on a toute une année là, d'avril à mai, et puis c'est l'appel de puissance du pays, donc ce dont on a besoin pour fonctionner
Alors, il y a un peu tout, hein. Il y a l'électricité, tous nos usages électriques, depuis notre électroménager, les réfrigérateurs dans les magasins, les pompes chez les industriels ou les compresseurs. Donc, voilà, pour tous nos usages, l'informatique, etc. On a tout ce qui est chauffage, eau chaude, les usages thermiques généraux. On a aussi tout ce qui va être lié à l'industrie, les fours, la métallurgie, etc. Donc là, on a vraiment tout sauf les transports. C'est-à-dire, là, je n'ai pas représenté les transports, déjà parce que ça posait un petit problème de cohérence d'unité. Donc, voilà. Et deuxièmement, c'est un élément qui fonctionne un peu de son côté, avec, en gros, c'est 93% de routiers, de l'essence, du diesel, et un espèce de bandeau de demande toute l'année qui est à peu près identique, et c'est très carboné, naturellement. Donc, je mets les transports de côté. Ça ne me sert pas pour le propos que je vais avoir là. Donc, quand on regarde cette courbe, finalement, qu'est-ce qui saute aux yeux? C'est qu'elle a un caractère extrêmement saisonnier ou thermosensible, on dit, c'est-à-dire que naturellement, les besoins sont beaucoup plus forts en hiver, parce qu'il y a des besoins de chauffage assez massifs qu'il n'y a pas du tout en été. Et vous voyez, même entre le moment le plus faible demande en été et le moment de plus forte demande en hiver, il y a un rapport 4. Donc, c'est une énorme différence. On voit que pour répondre à cette pyramide de besoins de chauffage qu'on a en hiver, on fait appel à des énergies carbonées. Donc, il y a du gaz naturel, il y a du fuel, il y a quand même un peu de bois. Voilà. Et donc, c'est ces énergies qui sont stockables, qui sont mobilisables à l'envi, qu'on va utiliser pour passer l'hiver. Ça veut dire que excusez-moi, ça ne veut plus remonter. Bon, tant pis, je vais vous faire le défilé juste de tête. Ça veut dire que pour passer l'hiver, il faut arriver à mobiliser massivement des énergies, notamment du gaz naturel. Vous voyez, il faut 130 gigawatts au plus fort de l'hiver. C'est beaucoup plus que ce que fournit le bandeau électrique à ce moment-là. Il faut rajouter en plus du fuel, du bois, etc. Et il faut assurer cette pyramide, et sinon, on ne passe pas l'hiver. Alors, cette pyramide de besoins, au fil de l'eau jusqu'en 2050, si on fait de l'économie d'énergie, elle va un peu baisser. Mais vous allez voir tout à l'heure que voilà, si elle baisse de 40%, ce sera le maximum. Donc, il y a toujours une montagne de besoins à passer en hiver. Donc, il va falloir qu'on décarbone toutes ces énergies fossiles qui servent à passer l'hiver. Mais par contre, il faut les décarboner tout en pouvant continuer à passer l'hiver. Après, je m'intéresse, là, j'ai fait un zoom sur le bandeau qui était en bas, qui est un bandeau, vous voyez, qui est beaucoup moins thermosensible. C'est le bandeau électrique. Donc, c'est dans les dégradés de bleu, vous avez l'énergie nucléaire qui est produite, les énergies renouvelables électriques, et puis ce qu'on appelle le thermique à flamme, je vais y venir tout de suite. Donc, ce bandeau, on observe qu'il est beaucoup moins thermosensible que naturellement le reste qu'on a vu tout à l'heure. Néanmoins, il l'est quand même un peu. Il y a quand même un rapport 1,5 entre l'été et l'hiver, voire même un peu plus là. Et pourquoi est-ce qu'il est thermosensible? C'est parce qu'on a à un moment donné équipé le pays de chauffage électrique, donc de convecteurs, de radiateurs, enfin, c'est ce qu'on appelait les grippins anciennement, qui sont aujourd'hui des appareils de meilleure facture. Et alors ça, il faut savoir que c'est quelque chose qui se fait peu en fait dans les pays voisins, pas même. Et nous, pourquoi est-ce que ça se fait pas? Alors je fais une petite parenthèse de physique. Quand on veut produire de l'énergie électrique à partir d'une énergie thermique, du fuel ou du gaz, c'est en général ce qui avait cours chez nos voisins, donc c'est des centrales à gaz ou des centrales à fuel. Pour produire de l'énergie électrique, il y a un rendement limité, c'est-à-dire qu'il y a un principe de thermodynamique qui dit c'est une sombre histoire d'entropie, qui dit que le rendement peut être que mauvais. Donc, une centrale à gaz, ça fait que 50% ou 60% dans les meilleurs des cas de rendement. Donc, ça veut dire que pour 2-3 kWh thermique mis, on n'a qu'un kWh électrique à la fin. Donc, c'est pour ça que nos voisins ne mettaient pas de radiateur électrique, parce que, entre guillemets, s'ils voulaient chauffer avec des radiateurs, il valait mieux en fait passer par une chaudière directement, de manière à orienter directement l'énergie thermique avec un vecteur thermique. Le rendement était bien meilleur. Et nous, en France, en fait, on s'est lancé dans un déploiement de chauffage électrique. Pourquoi? Parce qu'on avait des centrales nucléaires. Alors, le rendement, il n'est pas meilleur dans une centrale nucléaire, il est même moins bon, il est 33%.
Par contre, on considérait à ce moment-là qu'il y avait un grand projet national de déploiement de nucléaire qui faisait qu'on considérait que le minerai, on en avait assez, du combustible fissile pour alimenter les centrales, qu'il fallait se déprendre un peu des autres énergies, type le gaz, le fuel, etc. Le gaz, on en avait un tout petit peu en France, à Lac, mais bon, il n'y en a plus depuis longtemps. Donc, il y a eu ce grand projet qui fait qu'on a déployé des chauffages électriques qui restent aujourd'hui. Et donc, qui donne ce côté un peu thermosensible au bandeau. Alors, on pourrait dire qu'aujourd'hui, ça nous arrange bien, parce qu'avec notre histoire de carbone, les énergies qui servent à alimenter ces chauffages électriques, finalement, c'est du nucléaire, c'est des énergies renouvelables, donc c'est assez décarboné. Donc, normalement, ça devrait être bon. C'est pas si simple, hein, parce qu'il y a une deuxième contrainte de l'électricité, c'est qu'il y a à tout moment, l'électricité sur le réseau, l'offre et la demande doivent se correspondre. Et pour faire correspondre l'offre et la demande, c'est assez compliqué. Et souvent, on a besoin au-delà des énergies dont on a parlé, le renouvelable et puis le nucléaire, on a besoin de centrales à gaz pour accommoder, vraiment, c'est un outil très réactif qui permet d'accommoder l'offre et la demande. Et ces centrales à gaz, elles permettent de rendre ce service-là. Par contre, naturellement, le gaz qui rentre dedans, il est carboné. Et vu que c'est le rendement, je vous ai expliqué qu'il n'était pas bon, voilà, du coup, ça veut dire que la consommation d'hiver, alors notamment parce que l'hiver, en fait, au moment où le besoin se fait sentir, les moyens de nucléaire et d'énergie renouvelable sont saturés. Donc, on utilise les centrales à gaz non seulement pour faire la dentelle, comme on dit, accommoder le besoin et la demande, mais aussi pour compenser ce qui manque. Donc là, on carbone d'autant plus. Et au plus fort de l'hiver, il y a ce qu'on appelle la pointe électrique. C'est le moment où tous les réseaux sont saturés et limite les centrales à gaz ont aussi un peu de mal à donner ce qu'il faut. Donc c'est là où on appelle au peuple en disant baissez vos thermostats. Les industriels, il y en a certains qui sont interrompus, etc. Bon, je fais un peu schématique, hein, j'espère que je ne choque pas mon voisin. Voilà. Donc, on voit qu'il y a un autre enjeu dans la décarbonation, c'est de décarboner aussi les moyens de flexibilité, ces centrales à gaz, là, et vous trouvez d'autres moyens de flexibilité, mais qui soient décarbonés. Donc, il va falloir à la fois s'attaquer à la pyramide, à la fois à ces moyens de flexibilité électrique, et c'est tout ça le chantier, plus le chantier des transports, parce qu'on a vu qu'il y a donc ce bandeau de transport où, en gros, il y a de l'essence et du fuel. Alors, c'est un bandeau qui serait un peu plus épais encore que le bandeau électrique, là, vous voyez, donc à rajouter encore dans la besace des choses à décarboner. Voilà, alors ça, donc j'ai fait mon premier préalable. Maintenant, j'en arrive au second. Quelle diminution doit-on opérer sur notre consommation énergétique pour que simplement le chantier de substitution il soit supportable, qu'on arrive à trouver assez de ressources. Donc ça, vous voyez, c'est quand même intéressant de repartir de l'histoire. Voilà comment a évolué notre consommation dans les 60 dernières années. Donc, vous voyez, il y a une pente qui était assez forte dans les années 60-70, c'était avant la crise pétrolière, à la fin des 30 Glorieuses. Après, dans les années 80, en gros, bon, il y a encore une pente, mais elle est un peu plus faible. Et à partir de 2000-2005, il y a quand même une décroissance qui est enclenchée. Donc ça, c'est les efforts qu'on a fait. Alors, il y en a qui disent que c'est parce qu'il y a eu des crises. Et voilà, il y a aussi quand même des efforts qui ont été faits. On a mis en place des dispositifs, des crédits d'impôt, des certificats d'économie d'énergie, tout un tas de choses pour essayer de réduire la consommation. Et vous voyez que ça marche quand même un peu. Et où veut-on aller du coup en 2050? Donc là, on retrouve juste, oui, je fais une parenthèse, on retrouve le camembert de tout à l'heure. Hein. On a en gros 60% de fossiles en 2020, un petit 20% d'ENR et un gros 20% de nucléaire. Et en termes de réduction de consommation, vous voyez, les pouvoirs publics, ils ont un peu tiré le trait de ce qu'on est arrivé à faire depuis une quinzaine d'années. Et ça nous mène à 1100 TWh. Donc, on est à 1700 aujourd'hui, un gros 1700 les bonnes années, un petit 1700 l'année 2020 où il y avait la crise Covid. Et on doit arriver à 1100, ça fait 40% à peu près d'économie d'énergie. Comment on va s'y prendre pour faire ça? Et ben, secteur par secteur, vous voyez, il y a un effort qui est à consentir. Dans l'industrie, un peu moindre, parce qu'on parle beaucoup de réindustrialisation. Donc voilà, on va faire de l'éco-efficacité, on va rechercher de la chaleur fatale. Il y a des efforts à faire, mais on le ménage un petit peu, ce secteur-là. Dans le résidentiel, moins 40%, bon, c'est l'effort standard. Il faut se rendre compte quand même que c'est quelque chose qui n'est pas facile du tout, hein, parce que, par exemple, ça veut dire qu'il faut multiplier par 2 les rénovations complètes de bâtiments.
par rapport au flux de ce qu'on fait aujourd'hui. Ça fait 15 ans qu'on a des dispositifs, des crédits d'impôt, des trucs incitatifs qui nous permettent de faire un peu d'économie. Mais vous voyez, il faut multiplier par 2 la cadence. Clairement, en termes de dispositifs incitatifs, on ne voit plus trop ce qu'on va pouvoir faire, donc on va falloir passer sur des choses un peu obligatoires. C'est inutile de vous faire un dessin, les choses obligatoires, ça risque de susciter quelques contestations, donc il faut prendre des pincettes, on pourra en discuter dans des pistes dans la discussion tout à l'heure. Il y a les transports où il y a un énorme effort à faire. Alors, c'est non seulement parce que les transports sont fortement émetteurs de carbone, mais aussi il y a une petite martingale, c'est-à-dire que ce 60%, ça semble énorme, du coup on se dit mais comment on va y arriver? Et en fait, il y a une petite subtilité, c'est que donc je refais une parenthèse de physique, le même théorème que tout à l'heure qui dit que qu'il y a un rendement limité et pas bon pour faire de l'énergie électrique avec de l'énergie thermique, il dit que c'est un peu la même chose pour l'énergie mécanique. Ça veut dire qu'un rendement de moteur thermique, diesel ou à l'essence, il est forcément mauvais. Donc 36% pour l'essence, 42% pour le diesel. Alors que si on passe de l'énergie électrique à l'énergie mécanique, il n'y a pas cette limitation. Et du coup, les moteurs électriques, eux, ils ont un très bon rendement. Ce qui fait que, vu que dans les transports, une partie de la solution, ça va être de passer à des voitures électriques. Typiquement, on commence à nous expliquer que ça va être un peu obligatoire à un moment donné. Vous voyez, c'est une façon de faire une super économie d'énergie au passage. Par contre, nous, on sait que l'économie d'énergie, certes, mais on a planqué un rendement mauvais en amont, parce que donc, cette énergie électrique, il a bien fallu la sortir quelque part. Donc, soit elle a été produite avec des centrales et du coup avec un mauvais rendement, que ce soit au gaz ou au nucléaire. Ou alors par contre, il y a eu une opportunité, c'est qu'elle a été produite avec de l'hydraulique ou du photovoltaïque ou de l'éolien, parce que là, il n'y a pas ce mauvais rendement. Bon. Donc, voilà pour ça. Ça, c'était pour la diminution nécessaire. Et en gros, on passe à notre sujet principal, qui est qu'on doit partir d'aujourd'hui nos 1700 TWh ventilés comme le camembert là, à une ventilation encore inconnue pour les énergies décarbonées de 2050, mais avec un camembert beaucoup plus petit. Alors, je vais commencer. Donc, du coup, on est convenu avec Frédéric que je vais prendre un peu les énergies par grand secteur, dire un peu où on en est aujourd'hui, les avantages, les inconvénients, rapidement. Voilà. Et puis après, en venir à la composition du mix. Donc là, je fais un zoom sur les énergies renouvelables. Vous voyez qu'elles se sont quand même développées en 15 ans. Oui. Nous, je ne sais pas si les gens par Zoom, peut-être mieux que nous, mais nous, on ne voit pas les couleurs. Est-ce que tu peux nous dire bleu, c'est ça? C'était le même problème pour l'ancien schéma. En fait, on alors. On ne voit pas les couleurs hein? À droite. Les jambes. Ah oui. Alors. On ne voit pas ce que ça représente du coup. C'est pas grave. C'est pas grave. On va les reprendre les unes après les autres, ne vous inquiétez pas, on s'en fiche. Juste pour ceux qui sont à distance, donc la question c'était d'avoir une meilleure explication des couleurs du graphique au tableau. Donc on va avoir des précisions maintenant. Voilà, donc on s'en fiche des explications sur la légende parce que je vais les prendre une à une. Et donc de toute façon, on va rien louper. Simplement, ce graphique, c'était surtout pour montrer que la pente en fait globale. Le fait qu'on est passé de à peu près moins de 10%, 9% il y a 15 ans, et que là, on est à presque 20%. Donc, on a pris 10 points en 15 ans quand même. Donc, voilà, c'est ce qui fait qu'il y a quand même déjà des raisons de se satisfaire de ça. Et puis, on voit qu'on est ascendant. Donc, voilà, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à monter. Donc, je vais prendre 3 grandes familles en fait d'énergie renouvelable. Il y a la chaleur renouvelable qui est issue de biomasse, la chaleur renouvelable qui est produite sans biomasse et l'électricité renouvelable. Donc première famille issue de la biomasse. Chaleur renouvelable issue de biomasse. Qu'est-ce que c'est la biomasse? C'est de la matière organique. Et en fait, donc elle a de l'énergie à l'intérieur d'elle et on peut la sortir soit par combustion directe. Donc c'est ce qu'on fait avec du bois qu'on brûle ou avec des déchets qu'on brûle, des déchets organiques. Soit par combustion, mais qu'on fait après une transformation de la matière première. C'est ce qu'on fait avec les biocarburants. Donc, on a aujourd'hui, sur les pompes, des fois, vous voyez samplon 95, E10 ou des choses comme ça. C'est de l'éthanol, qui est à 10% dans le mélange. Donc, ça, c'est une énergie renouvelable qui est issue de la biomasse. Il y a la même chose pour les diesels. Voilà. Et puis, il y a une autre façon de faire l'énergie
après transformation de matière première, c'est du biogaz. Donc là, c'est une méthanisation d'intrants, donc je vais développer tout à l'heure. Ce qui est important de voir, c'est que dans tous ces cas-là, en fait, on utilise donc de la matière organique qui existe, soit des déchets, soit des plantes. On va voir ce que c'est. Et en fait, ces plantes, elles se sont développées naturellement, donc elles ont par photosynthèse absorbé du carbone. Et puis, au moment où on va les brûler, on va rejeter ce carbone. C'est-à-dire, quand on brûle d'un biocarburant, on rejette du CO2. Quand on brûle du bois, on rejette du CO2. Donc, on pourrait dire, on rejette du carbone, c'est pas bon. Mais en fait, c'est pas le même carbone que tout à l'heure, le carbone fossile, parce que là, c'est du carbone donc, qui a été absorbé par photosynthèse dans la croissance de la plante. Donc, c'est ce qu'on appelle un cycle court de carbone, c'est-à-dire qu'en fait, on rajoute pas du carbone dans l'atmosphère, simplement on le fait circuler, entre guillemets, sur des cycles courts, ça s'appelle comme ça, ce qui fait que le bilan carbone, il est jugé nul dans toutes ces technologies-là, pour ce qui est du rapport entre la photosynthèse et la combustion. Après, naturellement, ces énergies, il faut les créer. Donc, il y a besoin de dépenser de l'énergie, de la matière. Donc, tout ça, c'est comptabilisé dans le bilan carbone, ce qui fait qu'il n'est pas complètement nul. Et puis, dans certains cas, quand on traite des déchets, donc des choses qui, vu qu'elles traînent, entre guillemets, dans la nature, elles se seraient décomposées, elles auraient produit du méthane qui se serait évaporé. Ce méthane, il faut savoir, c'est un gaz à effet de serre qui est puissant, qui fait 28 fois pire que du CO2. Ce qui fait que si jamais on l'utilise et qu'on le met dans une boucle carbone plus vertueuse, vous voyez, on fait une économie. C'est ce qui se passe notamment pour le biogaz, je le développerai tout à l'heure. Mais vous voyez, donc on a à la fois le bilan carbone nul du cycle court du carbone, et puis par ailleurs d'autres éléments positifs ou négatifs, créés ou évités dans le bilan carbone. Toutes ces énergies, elles sont quand même assez décarbonées. À la fin, c'est des bilans carbone qui sont très faibles par rapport aux énergies fossiles. Donc, je prends la première, la ressource bois, énergie, déchets. Donc là, on brûle des choses, tout le monde connaît ça. Donc, il y a quand même 105 TWh, c'est-à-dire peut-être 8% de notre consommation actuelle qui passe par ce genre de technologie-là, soit chez nous. Alors, par exemple, ce qu'on fait chez nous, c'est 75 TWh quand même. Donc, c'est pareil, c'est une grosse part qui est brûlée. Donc, c'est du bois dans nos cheminées, dans nos poêles, etc. Et puis, le reste, c'est dans des chaufferies bois plus grosses, ou dans des incinérateurs de déchets ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une filière qui existe, qui est déjà bien développée. Ce qui n'est pas bon dedans, c'est que en général, la performance énergétique d'un foyer ouvert, par exemple, elle n'est pas bonne du tout. On chauffe beaucoup les petits oiseaux et moins notre maison. Bon. Donc il y a des choses comme ça. Il y a des pollutions locales parce que ça crée des particules fines et qui peuvent polluer. Il y a un risque de surconsommation du bois. Il faut savoir que notre forêt, c'est le premier puits carbone. Donc si on l'exploite trop, malgré ces cycles courts, en gros, on diminue le stock et du coup, on enlève des capacités de captation de CO2 de la nature. Donc ça, c'est pas bon. Par contre, ce qu'elle a de bien, cette énergie, c'est que c'est local, que ça coûte pas cher, que pour ce qui est de la performance des matériels, il y a quand même des labels qui existent aujourd'hui, la flamme verte, qui fait qu'on peut acheter des matériels très performants aussi. Et puis, point très positif aussi pour les incinérateurs, c'est qu'on prend les déchets dans des boucles économiques. Donc, ça permet de les gérer et même de les exploiter. Sur le second biocarburant, alors c'est ce qu'on appelle les biocarburants de première génération, ceux dont on a parlé, là, l'éthanol et le biodiesel. En fait, c'est des biocarburants qui sont pas très bons écologiquement parlant parce qu'ils sont issus de matières vivrières. C'est-à-dire que c'est issu de maïs, de blé ou d'huile végétale, de colza de soja pour ce qui est les biodiesels. Donc, vous voyez, là, il y a quand même un problème qu'on arbitre des terres agricoles pour aller sur faire de l'énergie, ce qui n'est pas forcément souhaitable. En plus, si on fait de l'énergie sur certaines terres, peut-être qu'on va faire de la déforestation pour avoir d'autres terres pour faire du vivrier. Donc là, on enlève des puits de carbone, ce qui fait que, elles ont été assez controversées pour ces aspects-là. Donc, en fait, ce qui a été décidé, c'est qu'on limitait le taux d'incorporation à ce qui est aujourd'hui, en gros, 7%. On n'a plus le droit d'aller plus loin. C'est-à-dire, elle ne se développera pas. Cette première génération de biocarburants n'ira pas plus loin. On n'a pas de gisement supplémentaire pour 2050 là-dedans. Sur le bois, énergie, les déchets, on peut peut-être gratter un peu. On va voir tout à l'heure ça. Je passe là-dessus et j'en viens donc au biogaz, qui est finalement la troisième façon. Alors, vous voyez que ce n'est pas beaucoup de production pour l'instant. Mais je vais faire un zoom dessus parce que c'est quelque chose qui se développe par contre très vite et où il y a beaucoup de gisements. Donc, ça vaut le coup c'est une énergie d'avenir.
Donc, de quoi s'agit-il? Alors, c'est ces méthaniseurs, là, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà vu ça dans la campagne. Donc, c'est des espèces de grosses yourtes dans laquelle on met des déchets, des matières organiques qui sont digérées par des micro-organismes. Donc, c'est un peu ce qui se passe dans panse de vache, en absence d'oxygène. Et ça crée deux coproduits. Il y a d'un côté le biogaz. Donc, ça, c'est un gaz qui est riche en méthane, qui est la même chose que le gaz fossile, mais c'est un gaz biogénique, enfin, qui est dans les cycles courts du carbone, donc qui va être valorisé et qui est une énergie renouvelable et décarbonée. Et il y a ce qu'on appelle le digestat, c'est l'espèce de boue qui reste une fois qu'on a tiré tout le gaz qu'on pouvait. Et cette boue, c'est un engrais naturel, c'est-à-dire qu'il est riche en azote, en phosphore et en potassium, enfin, comme les engrais chimiques. Donc, on va pouvoir substituer les engrais chimiques par ce digestat. Alors, le biogaz, en général, il y a déjà plus de 800 installations depuis assez longtemps qui font ce genre de choses, mais qui font de la cogénération, c'est-à-dire elles utilisent le biogaz sur place et elles font de l'électricité avec et de la chaleur pour les besoins de la ferme. Donc ça, c'est déjà très répandu depuis des années. Mais ce qui est nouveau, c'est que depuis quelques années, on fait des méthaniseurs qui injectent directement dans le réseau de gaz. C'est-à-dire que ça ne va plus être pour les besoins de la ferme, mais pour les besoins de la collectivité. Donc ça, c'est en forte croissance. On a 300 méthaniseurs qui sont connectés aujourd'hui et il y a 1 millier de projets qui sont en devenir là pour les années qui viennent. Il peut être utilisé donc à la fois comme méthane pour décarboner la pyramide de besoins divers qu'on a vu tout à l'heure, parce que c'est du méthane qui passe dans les chaudières comme du méthane fossile, il n'y a rien à changer. Et par ailleurs, on peut se servir aussi de carburant, c'est ce qu'on appelle le bio-GNV. GNV, c'est le gaz naturel véhicule, c'est quand on utilise du gaz pour les transports. C'est pas très développé en France pour l'instant, mais il y a des pays où c'est très, très développé. Donc là, la ressource biomasse qu'on utilise, c'est préférentiellement des résidus, des déchets. Alors typiquement des fermes ou des exploitations agricoles, donc des lisiers, des pailles, etc. Il y a tout ce qui peut sortir de l'industrie agroalimentaire aussi, ou des cantines ou des choses comme ça. Il y a toutes les ordures ménagères. Il y a aussi les boues d'épuration. À Saint-Cyr, il y a un méthaniseur qui méthanise des boues de Saint-Cyr. Voilà, et tout ça, ça permet donc de faire ce gaz et de faire du digestat. Donc le digestat, on s'en sert en substitution des engrais chimiques. On évite les émissions fatales de méthane, c'est ce que je vous parlais, vu que c'est que des déchets là dont on parle, c'est que des choses qui se seraient dégradées, qui auraient émis du méthane. Donc là, si on les capte sous la yourte, on récupère le gaz. Du coup, ce méthane, il est brûlé après, mais il fait pas son effet de gaz à effet de serre à 28 fois pire que le CO2. Alors, par contre, il faut tout de suite se démarquer du modèle allemand, parce qu'on a des voisins au Danemark ou en Allemagne qui ont vraiment beaucoup développé, mais qui ont fait ça sur le même mode que les biocarburants tout à l'heure, c'est-à-dire en utilisant des céréales ou typiquement du maïs pour méthaniser. Donc, en Allemagne, ils ont 7% des terres agricoles qui sont utilisées pour faire de la méthanisation. C'est clairement pas le modèle qu'on veut développer en France. Nous, c'est avant tout les résidus, les déchets, des choses qui ne sont pas vivriées. Notre modèle, c'est pas non plus les fermes-usines, donc des choses donc nous, notre modèle, c'est des petits regroupements d'agriculteurs. Et en fait, le syndicat de défense de cette énergie-là, il est coprésidé par la FNSEA et la Confédération paysanne. C'est les deux syndicats agricoles ennemis, quand même. C'est un des rares sujets où ils arrivent, vous voyez, à copiloter une action. Voilà. Et nous, chez GRDF, on est secrétaire général de ce truc-là, mais c'est vraiment le monde agricole qui endosse ce sujet-là en France, avec ce que je vous disais, le modèle qui n'est pas le modèle allemand. Après, il y a tout un tas de choses qu'on peut reprocher. Il y a des gens qui disent ça pue. Alors, en fait, ce qui pue, c'est pas le méthaniseur qui est étanche, c'est pas le digestat qui sent rien du tout. C'est souvent en amont, vous voyez, comme quand on a un tas de fumier, c'est sûr que tous les déchets qu'on va méthaniser, ils sont stockés avant. Et c'est sûr que ça peut sentir, mais ni plus ni moins qu'un tas de fumier. L'augmentation du trafic routier, parce qu'il peut y avoir, donc nous, on montre que sur des petites exploitations, il n'y a pas d'augmentation significative du trafic.
Les pollutions locales en cas d'incident. Donc, il y a eu un accident à Châteaulin une fois où il a fallu couper l'eau potable pendant une semaine parce que il y avait un gros méthaniseur qui avait déversé dans la rivière locale. Bon, ben voilà, c'est sûr que vu qu'il y a de l'azote, du phosphore, etc., bon, faut attendre que un peu de temps passe, mais voilà, c'est des événements qui sont quand même, qui restent très locaux. Après, il y a, pour augmenter la masse à méthaniser, on peut développer des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc là, c'est des choses qu'on fait entre des cultures vivrières. Donc, au lieu de faire, en gros, sur 2 ans, 2 cultures, on va faire 3 cultures. On va faire une vivrière, une cive, là, un truc à vocation énergétique, et une autre vivrière. Et donc, ces cives, ça va permettre aussi de régénérer le sol. Ça a plein de bénéfices agroécologiques, lutte contre l'érosion, écoulement des nitrates, lutte contre les mauvaises herbes, etc. Ça peut aussi, avec leur système racinaire, améliorer le décompactage. Enfin bon, il y a plein de choses. Je passe pour ne pas trop dériver. J'accélère. Donc, les potentiels pour 2050. Alors là, je vais aller directement. Du coup, je vous ai déjà dit que la filière, elle décollait. On est déjà, enfin, on est en gros convenu qu'on peut être à 130 TWh en 2050. Alors après, il y a d'autres types de chaleur renouvelable issus de biomasse. Il y aura des carburants de 2e génération qui, cette fois, ne prennent pas des cultures vivrières comme point de départ, mais des choses beaucoup plus vertueuses, des déchets, etc. Il y a aussi des techniques de méthanisation de type pyrogazéification qui se développent, qui vont permettre de développer aussi d'autres gisements. Donc, vous voyez, tout ça, ça commence à exister. Il y a aussi des micro-algues, c'est-à-dire qu'on cultive des algues en usine, et ça fait encore de la matière à méthaniser en plus. Vous voyez, parce qu'il y a tout un problème à la fin du gisement. Pour 2050, combien on a de choses à méthaniser, à faire en biocarburant, etc. Après, il y aura des arbitrages entre les filières, mais il y a quand même une question du gisement total. Et ça, c'est une question clé. Et alors, bon, les pouvoirs publics, pour l'instant, ils conviennent qu'il y aurait aujourd'hui, pour faire entre 370 et 380 TWh de cette chaleur renouvelable issue de biomasse. Voilà. Nous, on pense qu'il y a moyen de faire davantage parce qu'il y a des gisements qui ne sont pas pris en compte, parce qu'il y a des 3e générations, des microalgues, etc., qui ne sont pas pris en compte. Donc, on pense qu'on peut faire plus. Après, il y a quand même un souci, c'est que la biomasse, il ne faut pas qu'on l'épuise. Donc, vous voyez, il y a un jeu de raisons à avoir dessus. Voilà, donc, et toutes ces énergies-là, donc, vous voyez que ça, 370 TWh, ça fait quand même 34% des 1100 qu'il faut qu'on fasse. Donc, vous voyez, on a déjà fait quand même une partie du sujet avec ces énergies que je viens de vous décrire. Voilà, je passe à la suite, si le système veut bien. Voilà. Alors, j'arrive au… Oula. Oula là. Alors là, on n'est pas bien. Ouais. Voilà, excusez-moi. Après, on arrive à la chaleur qui est produite sans biomasse. Donc, je vais passer sur solaire thermique et géothermie parce que, comme vous voyez, c'est des tout petits gisements. Donc, bon, je ne vais pas trop faire dessus.
On a par ailleurs un gisement qui est beaucoup plus gros, de hauteur de 40 TWh, c'est des pompes à chaleur. Donc les pompes à chaleur, qu'est-ce que c'est? Vous en avez peut-être déjà vu, c'est des systèmes donc, qui permettent de pomper de la chaleur à travers un compresseur qui est à l'extérieur de la maison. Ça pompe des calories et ça les rentre grâce à l'action d'un fluide thermodynamique. Ça rentre les calories à l'intérieur de la maison. Donc finalement, ça rend le chauffage électrique, parce que c'est une compression électrique, plus vertueux, parce que finalement, tout à l'heure, on a vu l'effet Joule, enfin les radiateurs qui, eux, avaient un rendement très médiocre. Et bien là, en fait, on compense finalement, grâce au cycle thermodynamique, le mauvais rendement des centrales. Donc je passe dessus. C'est un produit qui est performant, qui par contre a le mauvais goût d'avoir une performance moindre l'hiver, c'est-à-dire quand il faut chauffer justement, parce que c'est plus difficile de tirer des calories à l'intérieur de la maison. Donc, ce qu'on fait, c'est souvent qu'on peut lui adjoindre une chaudière de manière à ce que dans ces moments-là, il ait un peu une sorte de support, c'est ce qu'on appelle des packs hybrides qui est en train d'être lancé, un nouveau produit. Il y a un problème de coût de ces systèmes aussi, parce que souvent, ça peut coûter de 12 à 15 000 euros pour un particulier, c'est quand même cher. Il y a aussi des problèmes de bruit, d'encombrement du compresseur. Il y a un fluide qui est un fluide à fort effet de serre. Donc, c'est de l'ordre pour 1 kg, 2 tonnes et demie de CO2, vous voyez. Enfin, c'est assez puissant. Donc, quand il y a des fuites de ce fluide, c'est vraiment pas bon. Heureusement, donc, ils sont en transition vers des fluides plus vertueux. Mais donc, sur ces systèmes de chaleur renouvelable sans biomasse, en termes de potentiel, on peut à peu près doubler ce qu'on fait aujourd'hui et arriver, vous voyez, à 80-100 TWh d'après les pouvoirs publics. Alors après, c'est un peu, enfin voilà, moi je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que ça ferait beaucoup d'endroits où il faut mettre des pompes à chaleur, mais bon, c'est la vision que les pouvoirs publics cherchent à imposer. Voilà, donc là, vous voyez, on a fait encore, en plus des 370 de tout à l'heure, là on en rajoute 80 à 100, on grignote. Il manque 650 TWh d'électricité renouvelable ou décarbonée de type nucléaire. Donc je vais aller vite sur ces systèmes-là. Alors déjà, sur tout ce qui est hydraulique et incinération de biomasse, je ne reviens pas dessus parce que c'est finalement des systèmes où il n'y a pas vraiment de potentiel supplémentaire pour 2050. Enfin, donc, c'est pas des choses qui vont vraiment se développer. Par contre, j'en viens au photovoltaïque. Alors, le photovoltaïque, il y a tout un tas il y a une litanie de choses qui peuvent lui être reprochées. D'abord qu'il a un facteur de charge faible, ça veut dire qu'en fait, pour une certaine puissance installée, la production effective, elle ne correspond qu'à 15% de ce qui aurait pu être fait. Donc, vous voyez, voilà, ça marche pas la nuit, par exemple, ça marche qu'à charge réduite, voilà. Néanmoins, ce qu'on peut objecter à ça, c'est que le produit est compétitif néanmoins, c'est-à-dire que malgré ce faible taux de charge, on sort de l'énergie photovoltaïque à un prix qui est très compétitif aujourd'hui. Ensuite, le problème, c'est que c'est une énergie fatale. Voilà, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'électricité. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte de révolution qui se passe dans le milieu de l'énergie, c'est le développement de l'hydrogène. Donc, je fais juste une petite incise dessus parce que c'est ça qui fait que le caractère fatal du photovoltaïque, il va s'annuler. Qu'est-ce que c'est? Donc, de l'électricité qui n'arrive pas au bon moment. Il y a du soleil, mais il n'y a pas de besoin électrique. On va pouvoir l'électrolyser, c'est-à-dire on va électrolyser de l'eau et on va la transformer en hydrogène. Ce qui fait qu'on va pouvoir stocker cette énergie électrique sous forme d'hydrogène et derrière la transporter également, etc. Ce qui fait que le caractère fatal des énergies renouvelables, il va être, entre guillemets, annulé. Enfin, on va pouvoir quand même le mettre ça dans des boucles de transformation énergétique. Et ça, c'est en train de se développer massivement parce que l'Europe met des moyens massifs dessus, qu'on est en train de développer toute une dorsale, c'est-à-dire un gros réseau de transport d'hydrogène à travers toute l'Europe. Là, vous voyez, il y a 40 000 kilomètres qui vont être développés d'ici 2040 avec des investissements massifs qui sont faits dessus. Et l'idée de l'Europe, c'est qu'à horizon 2050, ça fasse 14% de l'énergie qui est consommée en Europe. Donc, vous voyez que ça devienne un vecteur énergétique très, très massif. Donc voilà, c'était la parenthèse qui fait que ce caractère fatal du photovoltaïque, c'est demain plus un défaut. Ensuite, on dit que pour le fabriquer, il faut dépenser beaucoup d'énergie. D'accord, mais il dure 20 à 25 ans. C'est recyclable. Les panneaux solaires, c'est recyclable 3 à 4 fois. On ne sait pas trop, mais c'est le cas.
Souvent, on dit c'est made in China. Voilà. Alors là, il y a l'Europe qui est en train de faire un mouvement de reprise de contrôle de la production de photovoltaïque grâce à la taxe carbone qui va être mise aux frontières et une relocalisation des moyens de production. On dit souvent qu'il y a des métaux rares dedans. C'est pas le cas. Enfin, c'est-à-dire il y a un peu de cuivre, un peu d'aluminium ou des choses comme ça, mais très peu en fait. La majorité des panneaux, c'est du silicium ou du quartz, le matériau. Donc c'est en abondance et il y a peu de choses rares dedans. Il y a des problèmes, bon, après, de biodiversité, d'emprise au sol pour des centrales au sol. Là-dessus, il y a des systèmes de compensation, en fait, c'est-à-dire là où on replante des arbres, etc. Voilà pour le photovoltaïque. L'éolien, c'est aussi l'objet d'un certain nombre de passions. Donc, le facteur de charge, vous voyez, il reste faible, un peu comme le photovoltaïque, même si en 2020, il a été quand même plus élevé. Mais pareil, les prix sont extrêmement compétitifs, c'est-à-dire on arrive à des coûts de 50 € le mégawattheure qui sont le PR anglais, là c'est 120 € le mégawattheure l'ordre d'idée de production. On a le problème de stockage d'hydrogène, donc on va pouvoir stocker l'énergie fatale éolienne de la même manière que la photovoltaïque. On reproche aussi qu'il y a des terres rares qui sont utilisées. C'est un petit peu le cas, en effet. Il y a 3% du parc terrestre où il y a du néodyme. C'est des aimants permanents, mais en fait, il y a des moyens de substitution des électroaimants. Donc, même en mer, en fait, ce ne sera pas un problème. C'est recyclable, contrairement à ce que la plupart des gens en pensent. Et le bilan environnemental de ces solutions en termes multicritères, il est très bon. Ça prend pas d'eau douce, il n'y a pas besoin de pollution de produits phytosanitaires, il n'y a pas très peu d'emprise au sol. Enfin, vous voyez, quand on fait les ACV, les analyses de cycle de vie, il y a peu d'eutrophisation des sols, il y a peu d'acidification des eaux, il y a tout un tas d'indicateurs comme ça. Et en fait, cette solution, bon, on va dire qu'elle coche quand même pas mal de cases. Voilà. Alors après, il y a un problème énorme d'acceptabilité. On sent qu'il y a quand même un émoi sur les paysages, sur ces choses-là. Donc là, l'intervenant, la dernière fois, Laurent Morel, parlait de planification, que c'était pas un méchant mot, etc. Je pense qu'en effet, il faut vraiment que les pouvoirs publics travaillent. Alors peut-être pas à faire des plans quinquennaux, ou voilà, mais dire qu'il y a des zones réservées ou des endroits où on n'en met pas et des endroits où on peut en mettre. Parce qu'on va voir dans tous les scénarios de RTE, de toute façon, il y a un développement quand même assez massif du solaire, de l'éolien. Ça, quelque part, entre guillemets, quels que soient les scénarios, même quand on développe du nucléaire, on n'y coupe pas. Bon, ça, c'était juste pour montrer que, vous voyez, il y a des régions où on est dans le sud, on a des taux de couverture des ENR qui sont quand même assez importants, qui sont à peu près autant que les Allemands. Eux, ils sont à 47% d'électricité renouvelable. Voilà. Après, on a notre électricité nucléaire. Donc là, je pense que l'intervenant en parlera mieux que moi. Il y a tout ce qui est positif dedans, hein, le facteur de charge, c'est pilotable, c'est compétitif sur le parc actuel. L'hydrogène avec de l'électricité à bas coût, on peut aussi bénéficier de l'hydrogène dont je vous parlais tout à l'heure. On a quand même des autorités de sûreté qui vérifient que ça fonctionne bien. Il y a la possibilité éventuellement de réutiliser des déchets, un potentiel d'exportation, la compétence peut-être nucléaire militaire, c'est plus une question parce que je ne sais pas si c'est lié. Après, il y a des problèmes, vieillissement du parc, des démantèlements. Un démantèlement, là à Chinon, il y a un réacteur, il a été arrêté dans les années 80. Je crois qu'il programme le démantèlement pour 2030 et ça doit durer jusqu'en 2055. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on s'inscrit quand même dans des temps longs. Il y a la gestion des déchets qui pose tout un tas de problèmes, les déchets ultimes ou ceux à haute activité, etc. On pourra en parler tout à l'heure. La sécurité d'approvisionnement, le coût des EPR, celui de Flamanville qu'on n'arrive pas à démarrer là. Après, il y a aussi des problèmes de pollution locale, d'acceptabilité des riverains, des choses comme ça. Et puis, ça reste une industrie qui est risquée au sens où, au moindre incident, comme il y a eu à Fukushima, qui n'était pas moindre par ailleurs, mais c'est 10 ans de traversée du désert pour la filière. Donc, c'est après des entreprises à renationaliser parce qu'elles ont plus, donc voilà un peu le nucléaire. Alors maintenant, on voit bien qu'il y a un match, entre guillemets, entre les énergies. On a 650 TWh à produire en électricité. Et il y a un match entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Donc, pour éclairer les choses, RTE a fait un exercice de scénarisation avec 6 scénarios. Donc, vous voyez, ceux à gauche, là, c'est les scénarios renouvelables.
Donc là, sur le M0, on est à 100% d'énergie renouvelable en 2050, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'anciens nucléaires et on n'a développé aucun nouveau réacteur. Sur le M1, il nous reste des anciens réacteurs, ou le M2 aussi. Par contre, on n'en a pas développé de nouveaux. Et on a développé les énergies renouvelables de manière différente. Dans le M1, on a plutôt été sur des paris diffus, donc plutôt du solaire sur les toits, des choses comme ça. Dans le M2, plutôt des grands parcs, donc des grandes centrales solaires à certains endroits ou des grands parcs photovoltaïques à certains endroits. Donc ça, c'est des scénarios où il n'y a pas de nucléaire, en gros, qui a été développé. Et ça, c'est des scénarios où il y a du nucléaire qui est redéveloppé. Donc, typiquement, entre 6 EPR dans le premier, 14 dans le second, et 14 EPR plus des petits réacteurs, vous savez, les SMR dont on a comparé récemment, là. Voilà, donc là, on redéveloppe du nucléaire, du coup, il faut faire moins de renouvelables, mais observez qu'il y en a quand même beaucoup. C'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, dans le pire scénario de renouvelables, il faut faire 4 fois le parc éolien. Donc, ceux qui n'aiment pas les éoliennes, ils vont en avoir 4 fois plus que... Dans le scénario, même le pire nucléaire, là où on développe plein de réacteurs, il faut quand même faire 2 fois et demi le parc actuel. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus, plus du tout de NR. Donc ça, c'est l'exercice de scénarisation qu'a fait RTE. Et derrière, ils ont sorti des coûts. Ils ont dit combien ça coûte les différents scénarios. Alors, vous voyez, les scénarios nucléaires sont quand même plutôt moins coûteux. On voit pas où Alors, ils sont à droite. C'est les 3 de droite. Alors, ils appellent par des petits noms. Il y a N1, N2, etc. Et M0, M1 pour les... Enfin, c'est des poètes. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que les coûts, là, ça, c'est des coûts, vous voyez, on est à l'ordre de 80 milliards par an. Et on se projette sur 30 ans, hein, quand même. Donc, c'est des sommes, quand on cumule tout, c'est faramineux. Et vous voyez, alors, les solutions les plus compétitives, c'est celles où, déjà, on prolonge les réacteurs actuels nucléaires, et puis où, éventuellement, on en redéveloppe. Après, il y a quand même un point qui est bien dit dans le rapport économique, c'est que ça reste des exercices prospectifs. C'est-à-dire, ils n'ont pas non plus des boules de cristal, donc ils ont fait un exercice de coût. Moi, j'ai tout lu, c'est quand même bien documenté, bien sérieux. Enfin, c'est des gens, c'est sérieux. Néanmoins, ils reconnaissent que, étant donné qu'ils n'ont pas trouvé des écarts du simple au double entre les barres, là, et vu les marges d'erreur qu'ils ont forcément, parce que c'est un exercice prospectif, du coup, ça peut pas être le critère économique qui guide complètement la décision. C'est-à-dire, on va pas dire, on fait du nucléaire parce que c'est vraiment moins cher que le reste. Le reste serait démesuré pour... Notamment le M23, là, avec le renouvelable qui est sous forme de grosses centrales au sol solaires ou photovoltaïques. C'est un scénario qui est finalement assez proche, vous voyez, donc ils disent, bon voilà, le critère économique, on a regardé, voilà ce que ça donne. Ça discrimine pas complètement les solutions. Alors après, ils ont essayé de faire un exercice de comprendre quelles sont les marges, là où il y a des grosses incertitudes, quoi. Par exemple, dans les scénarios nucléaires, c'est, vous voyez, redévelopper plein d'EPR, quand on voit le mal qu'on a à Flamanville, bon, c'est forcément un facteur de risque. Donc, c'est dans les pastilles par là. A contrario, dans les énergies renouvelables, ce qui est facteur de risque, c'est est-ce que l'éolien flottant, sur lequel on mise beaucoup, on va réussir à le développer? Parce qu'aujourd'hui, on en a 0 en France, alors il y en a dans d'autres pays, mais on ne s'y est pas essayé, entre guillemets. Est-ce que l'acceptabilité des éoliennes terrestres, est-ce qu'on peut trouver les moyens de flexibilité suffisants? Parce que vous voyez, quand on a beaucoup d'énergie fatale, il faut trouver des moyens de flexibilité. Donc, il y a l'hydrogène dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi ce qu'ils appellent du véhicule to grid. Enfin, bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon, je vais couler complètement le timing. Voilà, mais donc, voilà l'exercice qu'ils ont fait. Et donc, globalement, dans l'esprit du rapport, quand on le lit, on sent qu'ils veulent nous emmener plutôt vers N1 ou N2, vous voyez, c'est-à-dire 6 EPR. Donc, on sent qu'ils ont plutôt une volonté d'aller vers le N1 ou le N2. Alors après, moi, j'ai envie de dire que quand je lis le rapport, moi, j'ai plutôt envie d'aller vers le N23. Le M23, donc je ne sais pas si j'en parle maintenant ou après, parce qu'on d'accord. Bien débordé le temps. D'accord. Et l'automobile, je suppose que les automobiles soient électriques, ces scénarios. Alors, dans les scénarios, en effet, ouais, je crois que c'est 35% de véhicules automobiles électriques en 2035
Et après, en 2050, il y a quasi tout ce qui est véhicule léger, c'est l'électrique. Il y a un peu de camions électriques, mais pas beaucoup. Après, il y a du biogaz ou du biocarburant pour les poids lourds. Enfin, pour tout ce qui est un peu lourd, les camions, les bus, toutes ces choses-là, où il faut un peu de puissance, c'est plutôt ces énergies-là qui sont... Voilà. Moi, je propose qu'on vous laisse finir comme votre présentation. Ouais. Est-ce que Benoît, c'est bon? Il y a encore un point? Il y a encore juste 2 slides. Alors, vas-y. 2 slides. Le premier, mais ça va avec ce que je vous dirai tout à l'heure sur le nucléaire, c'est qu'il y a quand même une révolution en cours là sur l'hydrogène. C'est-à-dire que ce que je vous présentais tout à l'heure, là, les moyens massifs qui sont mis par l'Europe, il y a aussi des bras de levier derrière d'argent privé qui est mis dessus, et c'est énorme. Et on voit bien que l'intention, c'est que des grands groupes, genre Total, etc., qui étaient habitués à gérer des barils de pétrole, vous voyez, et ben demain, ils veulent un autre carburant à faire circuler qui soit aussi liquide, mais qui soit propre, et ce sera l'hydrogène, en gros. C'est un peu ça ce qui se passe. Et du coup, il y a des moyens massifs qui sont mis là autour. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, on a dans des pays à côté de chez nous, vous voyez, les Allemands, par exemple, aujourd'hui, ils ont 47% de leur électricité qui est renouvelable. Ils viennent de signer un truc pour faire 80% en 2030. Et donc, en gros, en 2035, ils seront à 100% d'électricité renouvelable et ils auront peut-être même plus de consommation. Clairement, vous voyez, quand on va avoir des voisins comme ça, qui ont des coûts d'éolien ou de solaire qui sont très faibles, hein, parce que c'est des énergies qui sont très compétitives, qui coûtent pas cher à produire, mais qui sont fatales. Si la brique de coût d'hydrogène, elle n'est pas trop chère par ailleurs, vous voyez, ça fait un composé qui fait un prix d'électricité pilotable, stockable, transportable, etc., à long vie, qui est vraiment compétitif. Et moi, je pense que les centrales qu'on aura développées à ce moment-là, parce que les centrales qu'on commence à développer aujourd'hui, en 2035, elles commencent, les premières, à donner des kilowattheures. Je pense qu'en 2035, les Allemands, ils auront de l'électricité qui coûtera moins cher, simplement, qui sera plus, qui sera sur un vecteur. Et je pense que la notion de compétitivité des centrales qu'on développerait à partir d'aujourd'hui, elle est pas assurée. D'ailleurs, il y a Fatih Birol, là, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie qui est passé à Paris récemment, qui disait qu'après 2035, il n'y avait pas de visibilité sur la filière nucléaire. Ce que ça veut dire, moi je pense que c'est ça. On ne sait pas si ces solutions seront encore compétitives parce que le nucléaire, les EPR qu'on développe, ils vont sortir un coût du mégawattheure qui sera largement supérieur à celui de l'éolien ou du photovoltaïque. Et l'éolien et le photovoltaïque, ils ont le problème du caractère fatal, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, du fait que c'est pas pilotable, etc. Mais s'il y a un moyen pas cher de les rendre pilotables, vous voyez, ça fait de l'énergie pas chère, abondante, transportable, stockable, et puis avec des acteurs qui ne demandent que ça, parce que tous ces acteurs qui étaient dans le fossile, demain, ils ont envie de continuer à faire quelque chose. Le nucléaire, on voit que c'est quand même plutôt des groupes qui sont adossés à des États. En fait, c'est une activité qui est tellement risquée, tellement géopolitique, tellement que, il y a une notion d'assurance ou de garantie d'un État. Enfin, typiquement en France, voilà, c'est Engie, ils ont arrêté de faire du nucléaire. Par contre, si j'en parle ici. Donc voilà ce que j'avais à dire. Il y a cette révolution simplement, je veux dire qu'elle impacte beaucoup les infrastructures gaz. Il y a des endroits où l'hydrogène va certainement se substituer au gaz. Le modèle anglais, par exemple, ce serait de substituer peu à peu le réseau de gaz par un réseau purement d'hydrogène. Alors ça pose quand même problème chez des particuliers, parce que l'hydrogène, le gaz, c'est explosif, mais sur une plage qui est faible. L'hydrogène, c'est explosif aussi, mais sur une plage qui est beaucoup plus grande. Donc, bon, je ne sais pas si on ira jusque-là, mais en tout cas pour des industriels, pour des gens qui ont de la sûreté, ou enfin, qui sont habitués à gérer ces choses-là, c'est clair qu'il peut y avoir des approvisionnements directs en hydrogène. On peut aussi injecter de l'hydrogène directement dans les réseaux de gaz, jusqu'à un certain pourcentage, ça ne pose pas de problème, on garde la même chaudière, on garde tout pareil, et ça brûle l'hydrogène plus du gaz, parce que l'hydrogène est pris en fait dans les flux de gaz. On peut aussi transformer l'hydrogène en méthane de synthèse, c'est-à-dire on le recombine avec du CO2, et on fait de la molécule CH4, qui va être exactement la même que le biométhane qu'on a vu tout à l'heure, ou que l'ancien méthane fossile. Donc là, ça veut dire qu'après, on peut réutiliser l'hydrogène dans des réseaux de gaz de manière strictement équivalente à du gaz aujourd'hui. Donc là, il y a aussi un vecteur de décarbonation qui est important. Et puis, ça renforce la production d'élec, enfin, ça va devenir, comme je vous disais, quelque chose qui interagit.
Donc là, il y a toute une chaîne de valeur qui se développe sur le pilotage très intelligent de tout ça. Et en gros, bah voilà, il faut se demander en France si à terme, on n'a pas mieux être les champions de ces technologies, hydrogène, pilotage, énergie renouvelable. Donc c'est ce qui me fait m'orienter vers le scénario 23, 2023. Désolé d'avoir dépassé autant. C'est rien, je crois qu'il fallait entendre quand même beaucoup ces choses-là. Moi, j'aimerais quand même juste mettre en valeur deux choses. D'abord, cette première pyramide qu'on a vue en début, le premier graphe, qui montre le besoin de consommation en hiver. Et comment est-ce qu'on remplace cette grande pyramide qui était en jaune, c'est-à-dire c'était surtout du gaz ou de l'énergie fossile, par des autres énergies. Je crois que ça posait très bien la problématique, qu'il y ait ce pic d'énergie de consommation en hiver qui peut réussir à résoudre. Je crois que là, le problème est très bien posé. La deuxième remarque que je voulais faire, qui m'apparaît importante, c'est on ne parle pas beaucoup du gaz, des gaz biosourcés, alors qu'en fait, là, on arrive à quasiment 30% de la cible une fois qu'on a réduit notre consommation. Je trouve que c'est important qu'on ressort de la surveillance. Tiens, le gaz, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même une part qui sera important dans le mix final. Et même plus, parce qu'il y a certainement plus. Oui, non, mais. Peut-être plus. Mais disons que je trouve que c'est. Moi, je n'avais jusqu'à présent jamais vécu avec l'idée que le gaz, moi, ça restait quelque chose de très marginal, alors qu'en fait, ça ne le sera pas. Ma troisième remarque concerne un peu les dernières remarques que tu as faites concernant les coûts. Moi, je suis habité par d'autres études que j'ai faites, ce qui me donne l'impression que on dit que le coût du nucléaire, du photovoltaïque ou de l'éolien maintenant sont très compétitifs, mais parce qu'on n'intègre pas le coût du stockage, le coût de l'intégration dans le réseau électrique, qui sont en fait des choses très compliquées qu'on ne maîtrise pas. Alors on compare des coûts qui ne sont pas comparables. Et moi, je vis avec l'impression que plus, alors c'est là où ce qui est intéressant, ce sont ces scénarios du RTE, c'est un monsieur vraiment sérieux, qui compare des chiffres, on espère qu'ils les ont bien travaillé, mais on a toutes les raisons de penser qu'ils l'ont fait, et eux disent, ah ben non, finalement, les coûts ne sont pas si différents. Alors voilà, pour moi, c'est un peu une nouvelle ce soir, parce que j'ai plutôt vécu ces dernières 2 années avec l'impression que le nucléaire a ses défauts, mais en termes de coûts, il est totalement imbattable, avec les risques des EPR, etc. Mais, voilà. Je pense que pour le nucléaire existant, oui. Je voulais quand même nuancer un tout petit peu le propos, qui ce soir, je trouve, donne l'impression que les énergies renouvelables, en fait, sont quasiment imbattables, elles vont s'imposer, etc. Moi, je ne suis pas si sûr, et je voulais juste partager ce questionnement. Maintenant, je vais juste aussi faire une remarque quand même importante, dont on ne parle pas assez, c'est que le gaz, c'est bien, mais ça reste quand même producteur de CO2. Et aujourd'hui, l'enjeu climatique, c'est ça. Non, alors justement, le gaz renouvelable dont je parlais, vu que c'est issu du cycle court du carbone, du coup, le coût CO2 de la combustion est effacé par le coût par la photosynthèse qui a eu lieu avant. Par ailleurs, on séquestre du méthane fatal. Donc, pareil, en gros, le bilan carbone du biométhane, c'est 24 grammes quand on prend en compte 24 grammes donc, de CO2 par kilowattheure émis. Donc, le nucléaire, il est entre 6 et 10 ou 12, suivant les sources qu'on prend. L'éolien, il est à 15. On est à 44 en solaire, en photovoltaïque. Vous voyez, tout ça c'est le bloc des énergies décarbonées, quoi. Et clairement, le gaz renouvelable, sous toutes ses formes, biométhane, bioGNV, power to gas, enfin bon, après, j'ai pas tout développé, mais il est dans ce lot, enfin, il est décarboné, quoi. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Sinon, en effet, on serait en train de désinstaller le réseau. En fait, ce qu'on ne veut pas, c'est libérer de l'énergie fossile stockée depuis 15 millions voilà. d'années. Celle-ci, en effet, elle est massivement utilisée encore aujourd'hui. C'est 98% de ce qu'il y a dans le réseau de gaz aujourd'hui, c'est du fossile. Mais donc, c'est pour ça que je voulais montrer la pente et le développement et 130 TWh en 2050. Enfin, c'est-à-dire, l'enjeu, nous, c'est qu'en 2050, on soit 100% de gaz renouvelable. Ça reste même mais qui est produit, oui, qui fait d'abord l'objet d'un stockage. C'est du CO2 fossile, c'est du CO2 biogénique. Donc, c'est du CO2 qui n'a pas de bilan carbone. On entend votre remarque, parce qu'effectivement, quand on regarde la combustion, on dit que ça produit du CO2, mais on entend la réponse qui est de dire oui, mais ce qu'on brûle, il s'est composé dans les années juste avant. Donc, ce n'est pas des choses qu'on a libérées de l'atmosphère, il a été d'abord fixé. Mais je vais vous donner la parole. Merci beaucoup d'être venu ce soir, parce qu'on a besoin d'entendre quelqu'un qui est dans la filière nucléaire pour vous donner aussi un peu votre approche et votre point de vue sur ça. Alors, est-ce que je vous pose une question? Vous avez plutôt réagir à chaud sur ce qui a déjà été dit. Comment est-ce que vous voulez qu'on procède? Non, on peut poser des questions. Alors, moi, je voulais qu'on... Je vais prendre mon micro sur mon ordinateur. Oui. Alors, celui-ci, du coup, ouais.
Est-ce que là, quand vous parlez, vous êtes pris? Est-ce que les personnes entendent? Est-ce que les personnes entendent bien? Si ceux à distance veulent faire un petit signe avec la main. Bon, il n'y a pas de signe négatif. Oui, quelqu'un lève la main, donc c'est bon, hein. Très bien, merci. Donc moi, ma première question, puisque ça a été vraiment votre métier ces dernières années, c'est de revenir sur le risque d'accident. Parce que je crois qu'aujourd'hui, dans le nucléaire, il y a un peu une psychose, Fukushima, Tchernobyl, où est-ce qu'on va si on développe ces énergies? Vous qui êtes dans la partie pour observer ce qui se passe et mettre en place des procédures de contrôle, quelle est votre évaluation sur ce risque, sur ce qui est fait pour les contenir, etc. C'est justement le métier que je fais actuellement. Depuis 2 ans, je travaille pour un organisme international qui s'appelle WANO et qui a été justement créé après l'accident de Tchernobyl et dont l'objectif, c'est un travail qui est fait par l'ensemble des exploitants d'installations nucléaires, de production d'électricité, mais aussi des lignes de retraitement, pour éviter que les accidents se reproduisent en travaillant ensemble pour vraiment aller vers les meilleures pratiques et en permanence développer un progrès qui permette d'éviter ces aspects. Alors, côté humain, parce que Tchernobyl, c'est principalement du facteur humain. Après, il y a eu l'accident de Fukushima qui a aussi remis en cause la façon dont on travaille et qui intègre un peu plus les aspects design, c'est-à-dire conception des centrales, puisque à Fukushima, c'est un problème de conception de la digue. Elle a très bien résisté au tremblement de terre, mais par contre, la digue était... Donc voilà, c'est par ce genre d'organisme, mais également dans les centrales nucléaires, il y a plusieurs, on appelle ça les barrières de défense. Hein. La première barrière, c'est le design de l'installation qui est créé de façon à être sûr. Et la dernière barrière, c'est l'homme. C'est pour ça qu'il y a toutes ces organisations qui travaillent sur l'humain pour éviter. Combien est-ce qu'il y a de centrales dans le monde qui tournent et que vous surveillez? Alors, je ne sais pas si on doit dire centrale ou nombre de réacteurs nucléaires. C'est une bonne question. Je peux même vous montrer une carte si vous voulez. Enfin, peu importe. Il y a à peu près, parce que ça change tous les jours, hein, on en construit, on en démantèle. Il y a à peu près 440 réacteurs dans le monde. Ça correspond à peu près à un peu plus de 200 centrales. Je peux vous montrer la carte si vous voulez. Mais bon, ça peut d'importance. Si vous voulez apporter votre câble éventuellement. Non, mais bon, voilà. Oui, d'accord. Moi, je trouve que c'était quand même important d'avoir ce chiffre parce que on a l'accident, on a 2 accidents majeurs dans des conditions qui sont quand même, il y a eu un raz-de-marée dans un cas et un pays un peu opaque dans l'autre. Mais les 438, oui, il y a Three Mile Island. Nous, dans les principaux accidents qui ont vraiment modifié la façon dont on exploite les centrales nucléaires, c'est Three Mile Island, qui a joué sur la conception. Derrière, on a fait des améliorations de conception des réacteurs pour ajouter de la sûreté. Deuxième, c'est Tchernobyl, et là, on a joué plutôt sur la culture sûreté, sur l'humain. Le dernier, c'est Fukushima, et là, on revient aussi sur la conception. Donc, on a quand même des raisons de penser que sur le nombre, s'il n'y en a eu que 3 qui ont des accidents, certes majeurs, ça veut dire quand même que toutes les autres ont fonctionné à peu près correctement. Oui, et puis on parle souvent en années réacteurs, on a plusieurs centaines d'années d'expérience réacteur de fonctionnement. Si on prenait un seul réacteur, ça fait des centaines d'années d'expérience sur le fonctionnement d'un réacteur. Mais c'est comme dans tous les domaines technologiques, hein, dans l'aviation, l'objectif, c'est, et ça c'est très fort dans le nucléaire, mais ça s'inspire aussi de l'aéronautique, hein, c'est que le moindre incident, il est complètement analysé, dépioté pour comprendre quelles en sont les causes et derrière mettre en œuvre les parades pour que ça ne se produise pas. Et donc, vous voyez évoluer les règles quand même de façon assez significative depuis tous les jours, hein, c'est ça? Tous les jours, la moindre chose qui se passe qui n'est pas conforme à ce qu'on attend est analysée. Et votre organisme a une autorité dans ces centrales pour se faire entendre, faire des remarques prises en considération? Alors, chaque exploitant fait ce travail sur lui-même, c'est-à-dire qu'il analyse tout ce qui se passe en permanence. Et nous, effectivement, on vient tous les 4 ans avec une vingtaine d'experts internationaux. Hein, c'est des équipes, une vingtaine d'experts, c'est en général 10 à 12 nationalités différentes, donc avec des expériences du monde entier, une approche très différente, hein, assez différente culturellement, tout ça. Et donc, on regarde ce qu'ils font, et justement, comment ils prennent en compte ce qu'on appelle le retour d'expérience, c'est-à-dire comment ils intègrent ce progrès-là, et s'assurer que vraiment, ils en tirent toutes les conséquences, et
tout est bien traité et qu'on est sur une voie permanente de l'amélioration. Alors, ça m'amène à une autre question, c'est que dans le développement du nucléaire, j'ai une amie à Paris qui milite bec et ongle pour que le nucléaire soit développé en Afrique, en estimant que l'Afrique ne pourra se développer qu'avec l'énergie dont elle a besoin et il faudra qu'elle soit nucléaire. Et puis j'ai entendu d'autres voix pour me dire « Ah oui, mais attendez, c'est une technologie très sophistiquée, il y a un danger à la répandre un peu partout dans le monde. » Vous, quel est votre sentiment sur la maîtrise de cette technologie, justement, par des équipes locales dans les différents pays du monde? Pour l'Afrique, il y a déjà 2 réacteurs en Afrique du Sud, à Cauvergne. Après, les réacteurs tels qu'on les connaît dans nos pays, les fameux 200 centrales et 440 réacteurs dont je vous ai parlé, sont des réacteurs, les plus petits, qui ont quand même une centaine de mégawatts. Quand on n'a pas le réseau électrique qui va avec, c'est pas du tout adapté, en fait. Donc, en fait, je pense que le problème, malheureusement, c'est pas tellement de mettre pas des centrales nucléaires, c'est d'abord d'avoir un réseau électrique qui permette peut-être après l'histoire des SMR dont on va parler oui, Small Modular Reactor. Donc, tous les pays travaillent sur ce sujet, donc ce sont des réacteurs de petite taille, de l'ordre de 200 à 300 MW, qui seraient là, du coup, peut-être adaptés à des pays. Oui. Alors, pour revenir sur le risque nucléaire, le président Obama, quand il était le chef des États-Unis, le chef d'État des États-Unis, avait fait tout un travail de concertation entre chefs d'État pour essayer de faire face au risque de terrorisme, d'attaque de centrales nucléaires. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous avez aussi planché? Est-ce que vous avez suivi ce genre de travaux? Est-ce que ça donne espoir que ce genre de risques-là sont contenables plus ou moins? Enfin, quel est votre position? Le risque de terrorisme, il est partout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le moindre ouvrier qui rentre dans une centrale nucléaire, il passe plus de contrôle que pour monter dans un avion. Tous les jours, donc c'est extrêmement surveillé. Les centrales nucléaires, il y a en permanence des gendarmerie spécialisée. En fait, ce sont des gendarmes qui ont le même entraînement que GIGN, qui sont en permanence, qui dorment sur les centrales nucléaires. Et ils sont assez nombreux sur chaque centrale nucléaire en France. Donc oui, le risque. Oui, alors les missiles. Non, parce qu'une centrale nucléaire en France est protégée contre les missiles. Alors là, on parle d'armes de guerre. Là, je ne sais pas, terroriste, guerre, c'est pas très loin. Non, mais je trouve que c'est intéressant de savoir déjà qu'il y a ces contrôles avec des équipes armées. En fait, il y a beaucoup on va dire pour le petit terrorisme. Tous les entraînements. Moi j'ai eu l'occasion d'un peu étudier surtout l'État islamique. Ces gens-là, en fait, ils cherchent à faire des attentats qui sont spectaculaires, mais avec le minimum d'investissement. On voit malheureusement Nice, il y a un camion et puis ils ont fait beaucoup de demandes. Ils pourraient bien entendu s'attaquer aux centrales nucléaires et d'ailleurs on s'entraîne tous les mois, il y a des entraînements assez importants qui sont faits sur chaque centrale nucléaire avec ces gendarmes. Mais c'est un peu une citadelle. C'est pas forcément. Les attaques aériennes, est-ce qu'il y a des précautions sur les attaques aériennes? C'est ça qui veut. Alors, les centrales sont dimensionnées pour. Je repose la question pour ceux qui n'entendent pas. S'il y avait des attaques aériennes, quelles sont les parades? Est-ce qu'il y a des mesures? Est-ce qu'il y a des mesures? Il y a des mesures, elles sont malheureusement, je ne peux pas tout dire parce qu'il y a du secret dans ce domaine pour éviter que les terroristes en sachent trop, mais oui, bien sûr qu'il y a des mesures contre les attaques aériennes. Si les questions sur la table, moi j'avais une question sur le point d'avant. Je n'ai pas très bien compris la nature de l'autorité de l'association. Est-ce que vous avez le pouvoir de dire à un gouvernement, attention, cette centrale nous paraît ne pas répondre, ou dire à l'exploitation, là, cette centrale, vous la fermez, ou est-ce que c'est juste une autorité de compétence et de... Je répète la question pour ceux qui sont à distance, ils ne l'ont pas bien entendu, comme ils sont loin du micro. La question, c'est est-ce que l'autorité dont vous faites partie, qui contrôle les centrales dans le monde entier, ont une autorité pour alerter, interpeller des sociétés qui géreraient mal leurs centrales? Pour moi, c'est plus qu'interpeller. Est-ce que c'est seulement interpeller, dire attention, votre centrale ferme mal, ou est-ce que c'est sanctionner quand les mesures ne sont pas prises? Est-ce qu'elles ont un pouvoir de sanction si les mesures adéquates ne sont pas prises? L'organisme dans lequel je travaille n'est pas un organisme étatique, n'est pas un régulateur, c'est pas une autorité de sûreté comme en France, par exemple. C'est une association de l'ensemble des exploitants. Mais leur objectif, c'est vraiment d'éviter l'accident. Pourquoi?
Vous voyez, en 2011, un accident à Fukushima, on ferme les centrales en Allemagne. Donc, c'est un peu cette réflexion-là de se dire, si on a un accident n'importe où, sur n'importe quelle centrale dans le monde, ça va avoir des répercussions sur l'ensemble de l'industrie. Donc, l'objectif de l'industrie, c'est vraiment de travailler tous ensemble pour éviter ce genre de situation. Donc, justement, après Fukushima, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une des actions qui a été créée, c'est qu'il y a une cotation qui est faite. Les centrales ont une note, après ces visites qu'on leur fait, de 1 à 5. Et la note 5, ça veut dire qu'en fait, on demande à la compagnie de fermer la centrale. Mais on n'a pas l'autorité pour le faire. Donc, après, entre pairs, ils vont fortement faire une forte pression pour que ça aille au-delà. C'est pas public. Alors, ça, c'est pas public, par contre, désolé. Mais, et en général, quand. Bon, je vais vous dire quand même qu'il n'y a jamais de centrale en 5, il n'y en a jamais eu. Mais dès qu'il y a des centrales qui commencent à avoir des signes de faiblesse, l'objectif, c'est vraiment rapidement de les appuyer. Donc, l'organisme, non seulement il contrôle, mais en plus, il apporte du soutien pour rapidement remettre dans le droit chemin une centrale qui dégrade. Après, ça, c'est un organisme interne aux exploitants. Il existe à peu près la même chose avec l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Exactement le même genre de mission, sauf qu'eux, ils ne peuvent pas le faire tous les 4 ans, c'est un peu plus espacé que ça. Et eux, par contre, ils travaillent avec les autorités, et eux, les autorités ont le pouvoir. L'autorité de sûreté nucléaire en France a l'autorité d'arrêter du jour au lendemain un réacteur en France. Donc, effectivement, si on est dans des situations inacceptables, ça se passe. Au regard des exigences de sécurité de centrales petites ou grandes, est-ce qu'une dissémination du nombre de centrales ou multiplication du nombre de centrales petites est envisageable à grande échelle? Là, tu parles des petites centrales. Hein, En tout cas, qu'elles soient petites ou grandes, il faut des exigences de sécurité qui... Là, tu parles pour la France? Non. Dans le monde. Et il y a une exigence de sécurité qu'il faut avoir, à l'évidence. Et est-ce que ce niveau de sécurité permet de se dire que finalement, avoir de très nombreuses multiplications de petites centrales dans le monde, c'est quelque chose de raisonnable, où ça reste l'apanage quand même d'un nombre d'États qui ont des capacités de sécurité. Alors, je vais répéter la question, parce que je ne suis pas sûr que nos auditeurs à distance entendent bien. La question, s'il y a une dissémination, une multiplication de centrales à travers le monde, est-ce que ça ne constitue pas un risque pour la sécurité? Est-ce qu'on pourrait contrôler, hein? C'est bien comme ça la question? En tout cas, est-ce que l'exigence de sécurité est compatible avec... Est-ce que l'exigence de sécurité est compatible avec une multiplication du nombre de sites nucléaires dans le monde? C'est sûr que quand on multiplie le nombre de centrales, il faut avouer que toute la sécurité, notamment par le terrorisme, qui va avec, ça c'est une évidence. Après, derrière votre question, il y a peut-être aussi, est-ce que des pays moins riches sont capables de réagir par le nucléaire? Je reviens d'Argentine, ils ont 3 réacteurs et ils les exploitent de façon impeccable. Donc, c'est pas, enfin, tous les pays, enfin, il n'y a pas besoin d'être un pays extrêmement développé pour avoir une industrie nucléaire. D'accord. Je crains une anecdote. Attends, essayez. Pardon, il y a des gens qui lèvent la main derrière. Oui, on va les voir. J'ai vu tout à l'heure. Hein, alors, est-ce que vous... Une petite anecdote. Moi, je connais le monsieur Vignon qui était sur le Framatome. Et lorsque Tchernobyl est arrivé, il a été envoyé en tant qu'expert pour scruter la façon dont ça s'était passé, l'accident de Tchernobyl. Et la première question qu'ont posée les Russes, c'est comment vous faites pour éviter que les gens se bourrent la gueule dans les stations de contrôle? J'espère que vous avez entendu. Je vais peut-être la répéter quand même, votre remarque, parce que je ne sais pas si vous entendez à distance. La remarque qui a été faite par des Russes qui recevaient des étrangers après l'accident de Tchernobyl, c'est comment faites-vous pour qu'il n'y ait pas des gens qui se pètent la gueule à l'alcool dans des coins de la centrale? Ça en dit long sur l'accident peut-être. De nos jours, l'alcool est interdit. J'imagine que c'est interdit. Alors, il y a une question au fond. Oui, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait eu que 2 accidents et que proportionnellement au nombre de centrales, 3, c'était peu. Bon, d'abord, on en connaît la gravité, mais surtout, ce qui m'a interpellée, c'est que vous avez dit Fukushima, et j'ai oublié le nom de l'autre, c'était dû à des risques environnementaux. Et donc, ça appelle une reconception du design de la centrale, c'est ce que vous avez dit. Et l'autre, Tchernobyl, c'était un problème dû à un pays qui était opaque. Je reprends vos propres mots. C'est moi. C'est pas ce que j'ai dit, mais c'est moi qui pardon. C'est moi qui l'ai dit. Alors, excusez-moi, mais j'ai entendu le nom de centrale-là.
Et donc, moi, ce qui m'interpelle, c'est combien, dans les centrales que vous surveillez, combien de centrales sont actuellement dans des pays dits opaques. On sait que, par exemple, en Chine, on n'a pas été averti récemment de tout ce qui s'y passait. Alors, voilà, il y a quand même une vraie question là-dessus. Et si on veut exporter, est-ce qu'on va limiter, est-ce qu'on va mettre un critère, un cahier des charges, par rapport à une opacité à définir très bien. Voilà, moi c'est quelque chose quand même qui pose vraiment question. Là-dessus, je peux vous rassurer. Je vais faire la question. Oui, je peux la répéter. La question, c'est est-ce qu'il n'y a pas des pays où ça peut être un peu plus opaque que d'autres? Je peux vous répondre. L'organisme dans lequel je travaille, il va en Chine. C'est d'ailleurs le centre de Paris qui s'occupe d'une partie de la Chine. C'est pas plus opaque en Chine. On a accès à tout ce qu'on veut. Hein. Non, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ce qui est plus opaque, c'est la communication qui est faite au grand public. Oui, et encore. Dans nos équipes, on a des Chinois aussi, donc il n'y a même pas le barrage de la langue. Enfin, c'est pas ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Non, il n'y a aucun problème. Enfin, pour des gens comme nous, il n'y a aucun problème d'accès à toutes ces informations possibles. Donc, pour Tchernobyl, vous savez ce qui s'est passé finalement? Ah bah bien sûr, ça a été largement analysé. Oui. Et ça a donné lieu à des modifications d'organisation qui sont assez fondamentales et qui se retrouvent aujourd'hui dans les centrales nucléaires du monde. Oui. Ah, oui. Bon, puisqu'on est sur la question des centrales et de leur dissémination, on pourrait poser la question de ces fameuses petites centrales à petite échelle dont M. Macron parlait récemment comme une des pistes. Quel en est l'intérêt? Parce qu'a priori, on se dit qu'il vaut mieux une grosse unité qui produit beaucoup d'énergie et on en fait des économies d'échelle. Quel est l'intérêt de ces petites unités et quel est leur avenir, à votre avis? Alors, on l'a déjà un petit peu dit, disons qu'une centrale de ce type en France, ça n'a finalement pas d'intérêt parce qu'on a un réseau qui est très développé, qui est justement adapté à ces grands centres de production qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, un peu partout en Europe, ça serait le cas. Par contre, effectivement, ces petits réacteurs, ils seraient intéressants pour des pays qui aujourd'hui n'ont pas de nucléaire et qui ont besoin de remplacer les centrales à charbon, par exemple, par des unités de taille équivalente. D'accord. Mais en France, donc on va certainement en construire un ou deux pour montrer qu'on sait les faire, mais l'objectif de la France, c'est de les construire pour les exporter. C'est pas pour les... J'avais une question sur la taille. Mais pourquoi est-ce que le réseau des centrales anciennes faisait 900 MW, c'est ça, Rémi? Pourquoi, lorsqu'on construit maintenant des trucs qui font 1300, on met 25 ans pour les mettre au point? Pourquoi plus c'est gros, plus c'est... Pourquoi tout ce... Alors, on met en France... Répétez la question. Alors, la question était pourquoi est-ce que des gros réacteurs, je pensais à l'EPR de Flamanville, autant de temps en Finlande, en Finlande, avec Kyoto, il faut, alors il ne faut pas, heureusement, 25 ans, mais il faut du temps, mais on est en France, on est en Finlande, les mêmes réacteurs en Chine, ils tournent depuis 2 ans, quoi. Donc, ce n'est pas tellement un problème de réacteur et de taille de réacteur, c'est malheureusement plus un problème de tissu industriel. Donc, en fait, quand les centrales qui faisaient 900 MW, les niveaux de sécurité étaient nettement plus bas, c'est ça, en gros? Non. Alors, le central EPR, elle a des avantages intéressants, c'est par exemple, si tu veux rentrer dans les détails, en termes de sûreté, ce qui est intéressant, c'est que là où dans les centrales actuelles, il n'y a que 2, c'est simple. Vous avez 2 systèmes de secours, dans l'EPR, il y en a 4. Alors c'est sûr que c'est un peu plus rassurant, parce qu'il y en a 4, mais ça a surtout un intérêt économique, c'est que vous pouvez du coup faire de la maintenance sur les systèmes de secours, ce qu'on ne peut pas faire sur les centrales actuelles. Parce que quand vous avez 2 systèmes de secours, vous n'avez pas le droit d'en arrêter un pendant que la centrale fonctionne. Vous êtes obligé d'attendre que le réacteur soit à l'arrêt pour pouvoir intervenir sur un des 2 systèmes de secours ou sur les deux. Sur l'EPR, l'intérêt, comme il y en a 4, vous pouvez vous permettre d'en arrêter un et de faire de la maintenance dessus. Donc on peut faire de la maintenance en permanence. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça qu'en termes de sûreté, on peut dire qu'il est plus sûr puisqu'il y a 4 systèmes au lieu de 2. Et est-ce que les EPR qui tournent en Chine sont avec les mêmes niveaux de sûreté que ceux qu'on va demander en France à Flamanville ou à... Oui, c'est exactement les mêmes. Hein. Ce sont les mêmes. Oui. Les niveaux de sûreté qui sont requis sont exactement identiques. Alors pourquoi ce Chine tourne depuis 4 ans? Parce qu'en Chine, ils construisent des centrales nucléaires sans arrêt depuis
une vingtaine d'années, donc ils ont toutes les entreprises compétentes et compétentes les françaises, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on a arrêté d'en produire pendant 20 ans, donc on a perdu l'expertise. Il a fallu reconstruire un faut la retrouver. économique industriel pour en après, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est le PR, c'est un prototype, c'est celui de France, c'est celui de Finlande, ce sont les tout premiers. Donc ceux de Chine ont déjà d'une certaine façon bénéficié de l'expérience du français et du finlandais. Une question. Et quelles sont sur les 200 centrales que vous avez auditées, ou presque, combien y en a-t-il qui ont 4 ou 5? Je ne peux pas vous dire, je ne sais même pas. En fait, ce chiffre, il est tellement... Je ne peux même pas vous dire, parce que je ne sais pas. Ce chiffre, en fait, il y a que très peu de personnes. C'est en fait peut-être que M. Lévy, patron de l'EDF, mais moi, je ne sais pas. Bon. Alors, une question, oui. On entend parler dans la presse des centrales au thorium, et ça semble presque miraculeux, parce que les risques sont très moindres par rapport aux centrales d'uranium. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste. Alors, c'est la question sur les centrales au thorium comme une nouvelle génération de réacteurs. Hein. Sur le papier, effectivement, c'est très prometteur, vis-à-vis des déchets notamment, etc. Après, il y en a, à ma connaissance, il y en a une en construction en Chine, mais pour l'instant, il n'y en a pas, il y en a pas qui tournent. Donc, oui, peut-être que mais bon, il faut attendre d'avoir un processus qui soit vraiment industrialisé. Mais oui, c'est peut-être potentiellement quelque chose d'intéressant. C'est celle qu'on appelle les réacteurs de 4e génération, c'est encore autre chose. Oui, et visiblement en France, pour l'instant, on n'est pas sur ce... Enfin, les prochains qu'on construira, ça sera ce qu'on appelle de l'EPR, un EPR optimisé. Et l'EPR, il n'y a pas de réutilisation de déchets envisageable. Alors aujourd'hui, le combustible nucléaire est recyclé à 96%. Donc on recycle déjà dans les centrales actuelles, on recycle 96% du combustible. Donc tout ça, c'est bien entendu des déchets de forte activité en moins. Voilà. On aborde sur la question du déchet, qui est un peu le... utilise dans les centrales, c'est ça? Alors, ils sont retraités dans le retraitement d'Orano à La Hague, mais on les réutilise dans les centrales. Donc, en fait, des déchets qui restent très nocifs et pour longtemps, c'est 4% de l'ensemble des déchets. Et en nombre de mètres cubes, ça représente... Alors, ça fait aujourd'hui à peu près 3500 mètres cubes. Pour vous donner une ordre de grandeur, c'est l'équivalent de 2 piscines olympiques. Toute la production française depuis le début. Toute la production française depuis le début du nucléaire civil. Et c'est ce qui va être enterré à... Ah non, c'est le total. C'est le total depuis le début de l'industrie nucléaire. C'est les 1,6 millions de tonnes. Donc dans la presse, on lit il y a 1,6 million de tonnes. Donc là, je vais peut-être vous passer des transparents parce qu'en fait, on parle toujours de déchets nucléaires, mais les déchets nucléaires, il y en a de toutes sortes. Et ce qui est important de savoir, il y a deux choses importantes sur les déchets nucléaires. D'un premier côté, il y a la durée de vie des radionucléides qui sont contenus dedans, qui peut être très courte à très longue, très longue, mais aussi très courte. Et puis après, il y a la quantité de ces radionucléides. Donc, en fonction de ça, on peut avoir des gros volumes de déchets nucléaires, mais qui sont soit à vie courte, et là, vous les laissez quelques années et il n'y a plus rien. Soit ils sont plus radioactifs. Donc, et on les laisse où là, dans ces cas-là? Alors, du coup, je vais peut-être vous présenter. Quand même, je vais me permettre de présenter un transparent parce que ça permet peut-être. Il faut vraiment qu'on ait le grand écran. Et si on fait une partage d'écran? Oui, c'est bon, ça va. Il faut juste brancher le HD. Juste là. Et juste avoir un fil un peu court. Oui, c'est ça. On va passer à droite. Voilà. Si, c'est bon. Il faut juste que vous appuyez sur... Il faut juste appuyer sur ce bouton. Non, c'est pas tout. Oui, c'est pas cette présentation-là que vous avez? Si. Ah oui, d'accord. Oui, donc ce que je disais, il est important de regarder l'activité des déchets nucléaires, c'est pas la même chose. Et après, donc leur durée de vie.
Et donc, en fonction de ça, de ces critères-là, il y a différentes possibilités de traitement de ces déchets. Donc, quand ils sont à vie très courte, la meilleure solution, c'est d'attendre leur décroissance naturelle et en peu de temps, ils deviennent inertes. Donc, ça, quand ils sont à vie très courte, c'est ce qu'il faut faire. Très courte, c'est quelle longueur? Alors après, bon, ça dépend des durées. Je n'ai pas en tête, on va dire quelques années, quoi, tant qu'on peut les garder, on peut en garder la maîtrise. Après, vous voyez qu'en fait, quand ils sont pas trop grande activité, la meilleure solution, c'est de les stocker en surface. Et après, alors, ce qui est important aussi de voir, c'est les volumes qui sont associés à ça. Donc là, vous avez les volumes qui apparaissent. Donc ceux dont je parlais qui sont vraiment les plus problématiques, c'est ceux-là. Donc là, on trouve nos 3500 m3, nos 2 piscines olympiques. Et c'est ça qui va être enterré dans le stockage géologique profond de CIGEO, près dans la Meuse. Donc c'est uniquement la petite pastille. Voilà, c'est quand même impressionnant. Ceux qui sont vraiment pas c'est pas vraiment Et donc, mon 1,6 million de tonnes, c'est en gros la somme. Voilà, donc après, quand on parle de déchets nucléaires, c'est important quand même de faire cette distinction entre déchets. Mais là, il n'y a pas de. Après aussi, mais je voulais bien faire vraiment mon avis personnel sur le sujet. On parle beaucoup de déchets nucléaires, c'est vrai. Après, un déchet nucléaire, même ceux-là, là, ceux qui sont là, est-ce que vous savez où ils sont actuellement, ces déchets? Exactement, ils sont à l'usine de retraitement de la Règle. Moi, l'usine de retraitement de la Règle, justement, j'ai fait une émission une revue l'année dernière. C'est un endroit où j'ai passé 3 semaines à 50 mètres de ces déchets. Il n'y a enfin, ils sont protégés, bien entendu, par le pont, par l'eau, etc. Mais en termes d'impact environnemental, il ne crée aucun impact environnemental autour du centre de retraitement des déchets de la Hague. Je peux vous dire, la nature est magnifique. Hein, il n'y a pas de problème, on peut se baigner dans la mer, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, le problème de ces déchets-là, quand on va aller les enfouir, ce n'est pas un problème environnemental, contrairement. Alors, c'est pour ça que je revenais un peu sur le CO2 qui me semble important, c'est que on oppose souvent l'énergie nucléaire aux autres énergies. On a d'un côté des énergies fossiles qui créent du CO2 qui ont un impact, qui est un déchet, qui donne son impact négatif immédiat, puisqu'on voit déjà aujourd'hui avec les changements climatiques, le réchauffement, etc. De l'autre côté, on a le déchet du nucléaire, bien entendu, l'activité humaine qui est un déchet, comme l'activité humaine, et qui, en termes d'impact environnemental, n'a pas d'impact. Le seul problème de ces déchets, en fait, pour moi, ça c'est ma vision personnelle, c'est plus un problème à court terme géopolitique et à très 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 long terme un problème civilisationnel. Parce qu'on va aller les enfouir à Bure. La vraie difficulté de ce truc-là, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer dans 10 000 ans, 100 000 ans, comment sera l'humanité dans cette époque-là. Est-ce que le vrai risque, en fait, il est que quelqu'un, un jour, ait perdu la mémoire de ce qu'il y avait là-dedans et qu'il aille les rechercher, les sortir, les ouvrir. Et là, effectivement, ça devient dangereux. Mais si on les laisse dans leurs empaquetages, dans leur vitrification, l'environnement autour n'a pas dit pas quoi. Moi, j'aimerais revenir sur la question posée par monsieur tout à l'heure sur les énergies les réacteurs de 4e génération. Et je pense que votre réaction, elle est sage et prudente, parce que vous me dites oui, mais c'est peut-être une technologie qui sera au point dans 20 ans. Nous, on a besoin de solutions tout de suite, donc ne rêvons pas sur la comète. Et ça, je trouve que c'est quand même la meilleure base saine pour réfléchir. Mais j'aimerais quand même relater une conversation que j'ai eue avec un chef d'entreprise très innovateur, retraité dans le sud de la France, et lui, il me dit « Mais non, mais cette génération-là, on va pouvoir réutiliser tous ces déchets qui sont encore pleins de radioactivité. Aux États-Unis, on a des réserves de ces déchets pour 2 siècles de consommation des États-Unis en énergie. Donc, la promesse de cette technologie, outre de réduire définitivement le déchet, c'est qu'en fait, ça peut nous produire énormément d'énergie pour très longtemps. Alors, on ne va pas rêver sur la comète, mais je trouve que quand même de savoir ça aide à se dire, bon, on a un problème de déchets, vous l'avez très bien posé maintenant, je crois qu'on en est tous conscients que c'est un problème qu'on laisse aux générations suivantes, et c'est quand même bien gênant. Si on pouvait faire ça, ce serait mieux. Après, il faut voir le risque qu'on comporte une société où tout à coup on a trop d'énergie, en termes de déstabilisation sociale et politique. Ça, je crois que c'est un risque qui est, à mon avis, énorme, dont on ne parle pas beaucoup. Mais toujours est-il que je trouve intéressant de se dire, bon ben, sans rêver sur les promesses de la technologie, sachant quand même que ça a été... Ceux qui regrettent qu'on a arrêté la recherche dans cette filière, c'est pour ça qu'ils regrettent. Dire, mais là, on met tout sur l'hydrogène en espérant le rendre compétitif sur le coût.
Mais là, on avait aussi des promesses formidables. Je ne voulais pas en dire plus parce qu'on n'en sait rien, mais sachons-le. C'est qu'effectivement, on aura intérêt à aller chercher. Voilà. Et alors, c'est quelle profondeur? 500 mètres. 500 mètres. Et ça au-dessus de la 80. Alors là, le stockage de surface, alors ça c'est un truc à l'étude qui n'a pas beaucoup de monde, c'est pas encore défini, mais c'est une possibilité pour certains déchets, les paratonnerres, les aiguilles fluorescentes des montres. Non, mais il n'y a pas que des déchets qui sont pas nucléaires. Oui, on fait aussi des déchets importants. Donc, ça c'est à l'étude. Par contre, effectivement, le reste, tout ce qui est moins problématique, c'est stocké en surface, enfin, ce sont des grands blocs de béton de la taille à peu près d'un terrain de tennis, quoi. Des blocs de béton dans lesquels on met ces déchets, après on coule une dalle de béton par-dessus, et derrière, on met de la terre et on met de la forêt. J'ai une autre question, est-ce qu'on aussi toujours récupère des déchets d'autres industries atomiques étrangères? On n'a pas le droit. Alors, oui, en France, dans les usines de retraitement de la Hague, on retraite du combustible allemand, par exemple, ou japonais, ça c'est vrai, mais en fait, le déchet il doit revenir toujours à son pays producteur. Donc, les déchets renvoyés. Parlez bien près du micro, là, je vois qu'il y a des remarques, simplement pour qu'on vous entende mieux. J'entendais, il y avait aussi des déchets qui partaient vers la Russie ou des membres pour le Japon. Ces déchets-là reviennent également ou apparemment ils sont vendus? Les déchets nucléaires français n'ont pas le droit de quitter la frontière, ils n'ont pas le droit de passer les frontières. La question était de savoir si les déchets partent en Russie ou dans d'autres pays, mais la réponse est non. Mais là, il me semble que le million 6 dont on parle, là, c'est ce qu'on appelle les déchets ultimes. C'est ça, c'est ceux dont on n'imagine même pas se resservir un jour. Mais il me semble que ça, c'est une petite partie de ce qui est radioactif, mais qu'il y a des quantités plus grosses de. Tout est là. Tout est là. Tous les déchets nucléaires, ça, c'est le recensement qui est fait par l'Andra, tous les déchets. Oui, mais alors, il y a des articles où ils expliquent que ça, c'est l'article H4S, c'est-à-dire que ça, c'est les déchets ultimes, donc ça, ok, c'est la catégorie de l'Andra des déchets, mais que par ailleurs, il y a tout un tas de matériaux radioactifs, des remblais, et aussi ce que je dis, les MOX, les compagnies, tout ce qu'on envisage un jour de réutiliser, c'est pas dans les catégories de déchets ici. Alors, c'était une question de définition. Un déchet, c'est quelque chose qui effectivement est ultime. Voilà. Mais alors, en termes de radioactivité, c'est-à-dire des matériaux qui sont à haute activité, à moyenne activité, mais qui ne sont pas dans cette catégorie-là, il y en a. S'ils ne sont pas dans cette catégorie-là, c'est qu'on a identifié très clairement un usage de ce matériau. On fait, par exemple, sur des métaux, des tôles qui viennent de centrales nucléaires qu'on démantèle. Vous parlez de démantèlement. Alors, je vais quand même réagir à ce que vous avez dit. Effectivement, vous nous aviez l'air de dire que c'était très long, 50 ans pour le démantèlement d'un réacteur nucléaire. Il faut savoir qu'il y a 8 réacteurs en démantèlement en France, plus ceux de Fessenheim. Et effectivement, ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce que justement, on est là. C'est que plus on attend, moins on aura de radioactivité à traiter. Donc en fait, c'est un optimum économique en fait. Et dans cet optimum économique, le temps a aussi son importance. C'était pas un jugement sur le fait que vous seriez pas assez vite. C'était juste qu'à l'échelle d'une génération, et donc moi je me mets, vous voyez, à mon échelle humaine, il me semble que du coup ce chantier-là, je le laisse à les générations suivantes. Enfin, oui, il est planifié sur une durée, ça peut être effectivement une durée de 50 ans, mais pour justement bénéficier de cet effet-là, d'avoir un démantèlement qui soit moins cher aussi. D'accord, non, mais il y a des raisons. Le coût de l'énergie, c'est aussi important avec les gilets jaunes. Et les tôles, et ce dont vous parliez, là, on les met où? Donc, c'est pas des déchets. Alors, non. C'est-à-dire que si on fait ça, c'est pour reconstruire une centrale nucléaire, en fait. Et on les met où alors? Dans quel. Enfin, elles sont. Sur le territoire français, elles sont où, je veux dire, qu'elles ne sont pas sur l'ISIGO? En fait, aujourd'hui, comme ça n'existe pas encore, elles sont encore sur les centrales nucléaires en démantèlement. D'accord. Et si elles sont démontées, elles arrivent dans cette. Et là, pour l'environnement juste autour, je ne sais pas, par exemple, la centrale de Chinon, là, donc il y a de la radioactivité autour. Chinon, il y a 1200 salariés à la centrale de Chinon, si je ne me trompe pas. Et donc, qui passent leur carrière, qui passent leur vie. Enfin, moi, j'ai vécu aussi dans des centrales nucléaires.
l'impact radioactif d'être à proximité d'une centrale nucléaire, alors je suis aussi un spectre, je peux vous passer si vous voulez, mais c'est extrêmement. Enfin, parce qu'il y a des associations qui disent que dans la Loire, on trouve du thorium, du tritium. Ouais. Oui, alors ils ont trouvé une valeur, après, une valeur qui est extrêmement louche en fait. Parce que s'il n'y a pas des déchets qui sont retraités à Cadarache avec des transits de lacs, à la marche régulier. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'on serait pas évident, peut-être. Je ne suis pas un expert de l'émission là-dessus. C'est peut-être des. Alors, Cadarache, c'est plutôt un centre de recherche, donc c'est probablement pour de la recherche, mais ce n'est pas pour du traitement à grande échelle. Hein. S'il y a un slide qui peut-être être intéressant pour parler quand même de l'impact radioactif des centrales. Alors, bon, là, vous avez, c'était une présentation que j'ai faite pour autre chose, pour la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. C'est bien, c'est celle qui est la plus proche de Paris, comme ça parlera aussi. Donc ça, ce sont les estimations d'impact, ce qu'on appelle l'impact dosimétrique, en gros, c'est l'impact de la radioactivité émise par la centrale, d'accord? Donc elle est calculée par ces rejets gazeux, liquides, etc. Et on calcule ça. Alors, c'est pas le même effet sur un adulte et sur un nourrisson. Donc on fait la modélisation, c'est de la modélisation sur l'adulte, le nourrisson, et on en déduit derrière. Et là, c'est une copie de ce qu'on appelle l'arrêté de rejet de la centrale. En gros, c'est ce qui définit ce que la centrale a le droit de rejeter pour justement respecter ces valeurs-là. Enfin, c'était parce que c'était dans une autre présentation, mais comme ça, vous voyez les chiffres. Et là, ce qu'on dit, c'est ce qu'un adulte ou un enfant est capable d'absorber, entre guillemets, comme rejet. C'est ce qu'un adulte ou un enfant prendrait. Alors, ça s'appelle le millisievert, c'est l'unité avec laquelle on mesure l'impact de la radioactivité sur l'organisme. Donc, c'est ce qu'un adulte ou un nourrisson intégrerait en termes de dosimétrie par an en vivant à l'endroit le plus exposé de la centrale. Enfin, en fait, c'est à côté de la centrale, mais c'est vraiment au pied de la centrale. On a regardé l'endroit où c'était le pire, et voilà le maximum qu'il y aurait. Alors maintenant, pour relativiser ça, là, vous avez sur ce diagramme, alors je vais tout de suite aller aux chiffres complets. En France, en moyenne, c'est une moyenne, hein, on a à peu près un peu moins de 5 millisieverts par an de doses que tout Français prend lié à la radioactivité. Alors en fait, c'est assez variable suivant l'endroit où vous vivez. Si vous vivez dans un endroit très granitique comme la Bretagne, c'est certainement plus qu'à d'autres endroits, comme en Île-de-France, par exemple. Sur ces 4,54, c'est les données de l'IRSN, ce que je présente. Sur ces 4,54, il y en a 2,92 qui sont liés à des sources naturelles, donc les rayonnements cosmiques. Je vais mettre ma flèche pour ceux qui suivent à distance, donc les rayonnements cosmiques, les rayonnements telluriques, le radon qui se trouve dans le sol, dans les caves, souvent. Et puis l'alimentation aussi. Et là, j'ai un petit truc amusant. Voilà. Donc, en moyenne, vous prenez 0,55 millisieverts par an. Une banane, ça vous en fait 0,001 millisieverts. À chaque fois que vous mangez une banane, vous prenez cette dose en millisieverts. Donc ça, c'est la partie naturelle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est indépendant de toute activité humaine. Avant qu'il y ait des hommes sur Terre, en fait, un homme qui aurait été là, il se serait déjà pris, qui aurait été en France, aurait déjà pris de façon naturelle cette partie-là. Et après se rajoute, pour faire les 4,54, 1,62 millisieverts qui viennent de sources artificielles qui sont là vraiment liées aux activités humaines. Et dans ces 1,62, en fait, il y a 1,6 qui sont liés aux traitements médicaux et 0,02 à d'autres, et c'est là que vous retrouvez l'impact des centrales nucléaires. Donc, en fait, on est sur le petit. Merci beaucoup, parce que je trouve que ce diagramme était très évocateur justement de l'impact radioactif sur lequel on fantasme un peu et qui finalement montre bien qu'il est dérisoire par rapport à ce qu'on peut trouver dans la nature. Malheureusement, on arrive au bout de l'heure. J'aimerais quand même un dernier mot en réaction à ce qui a été dit sur le coût du nucléaire par rapport aux autres énergies. Est-ce que ce qui a été dit tout à l'heure par Benoît vous inspire un commentaire? En fait, je vais faire le même commentaire. En fait, c'est très difficile à comparer parce que le nucléaire, on arrive à peu près à savoir combien ça coûte, et encore, parce qu'effectivement, il faut intégrer le démantèlement, il faut intégrer le traitement des déchets, mais normalement, c'est correctement, donc on sait. Par contre, pour les énergies renouvelables, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des coûts le coût brut, il est forcément très compétitif. Il y a tous les coûts liés au fait qu'il faut développer du réseau supplémentaire et ça coûte très cher de créer des très
cher. Il faut compenser le fait qu'elles sont intermittentes, donc il faut avoir des moyens en parallèle qui permettent. Ça, dans les scénarios RTE, c'est oui, bien sûr. Oui, c'est ce qui explique d'ailleurs que dans les scénarios RTE, ben, les renouvelables restent malheureusement un peu plus chers que la part de. Et si on parle de coût, quel est le coût de l'énergie totale dans tout le PNB mondial et quelle est la partie qui est allouée à la recherche? Dans tout le PNB mondial, c'est quoi l'énergie et c'est quoi la recherche en énergie? Je ne peux pas vous dire, par contre, ce que je peux vous dire, c'est pour l'avoir un peu côtoyé, à EDF, les sommes qui sont investies dans la recherche sont phénoménales. Il y a énormément de choses qui sont faites. La recherche, c'est moins de 2% du PNB mondial. Pas si phénoménal. Je parle juste de l'entreprise EDF. Oui, mais. Arrêtez. Peut-être demander s'il y en a qui ont des questions en ligne. Oui, c'est une bonne question. On n'a plus le temps, je crois. J'ai une autre question. Si la France avait choisi autre chose que le nucléaire à l'époque, peut-être que c'était le bon choix, étant donné que peut-être qu'on n'avait rien d'autre à proposer, est-ce qu'on aurait mis tout cet argent-là pour chercher d'autres solutions que renouvelables? Est-ce qu'on serait beaucoup plus loin aujourd'hui? Est-ce que c'est crédible de se dire qu'on aurait pu avoir d'autres énergies? Cette réflexion-là, je pense que c'est l'idée que les Allemands ont eue après Fukushima. Ils se sont dit, on va arrêter les centrales pour se forcer à chercher quelque chose, enfin à développer d'autres sources d'énergie. Malheureusement, aujourd'hui, on est 10 ans après, et le pari, il est un peu raté, parce que je vous invite à télécharger une application qui est très intéressante, hein, qui s'appelle sur laquelle vous voyez le CO2 généré par la production d'électricité dans tous les pays d'Europe. Donc, vous allez voir que des pays comme l'Allemagne, par rapport à la France, c'est dramatique. Hein. Oui, mais la transition, elle n'est pas faite en Allemagne. Elle n'est pas finie en Allemagne. Oui, voilà, si l'Allemagne sort en 2035, c'est combien de temps, en combien de temps ils auront résorbé ce pic carbone? Pour l'instant, moi, je ne suis pas sûr. Pour moi, je ne vois pas malheureusement, hein, parce que j'aurais bien voulu qu'il y ait des raisons. Et moi, même si je travaille dans le nucléaire, je me dis que le jour où il y aura des énergies renouvelables plus compétitives et qui remplaceront, ça sera très bien aussi. Hein, mais ce pari n'a pas encore été gagné. Ils sont à 47% et ils seront à 80% en 2030. Et puis, ils ont des poches chaque année. Ils ont davantage d'éoliennes. Alors là aussi, il y a une chose importante aussi, c'est important de l'avoir bien en tête aussi. Et quand on parle de pourcentage de est-ce qu'on est en capacité, en puissance, ou est-ce qu'on est en production? Parce que je pense que les chiffres que vous citez, ce sont les capacités. Non, c'est la production, c'est les térawattheures produits. Non, c'est pas sûr. En fait, bon, je crois qu'on va devoir conclure ici parce qu'on a déjà débordé les 10 heures. Une dernière question. Merci beaucoup de vos interventions. Je trouve que ce dernier échange à l'instant est très intéressant parce qu'en fait, il y a des batailles de chiffres et c'est très difficile finalement de se faire une opinion. Et même nous, ce soir, je pense qu'on ne pouvait pas vraiment parler avec autorité en disant la vérité, elle est là plutôt que là. Je crois que c'est vraiment une responsabilité individuelle qu'on a de fouiller, de chercher, d'écouter, d'essayer d'écouter un peu tous les tenants des différentes théories pour à un moment donné se faire son idée. Et probablement qu'on aura chacun des idées différentes, mais c'est cette conscience citoyenne, individuelle et collective qui finalement nous fait avancer. Et moi, c'est mon vœu, c'est qu'on sorte de l'imprécation idéologique et qu'on essaie vraiment de se dire, mais essayons d'aller jusqu'au bout du raisonnement, essayons de voir le sérieux des chiffres avancer. Et comment se fait-il que d'autres qui sont très sérieux disent encore autre chose? Pourtant, ils se disent aussi scientifiques. Il y a quelque chose dans notre société qui a besoin d'être creusé. Et je crois que c'est notre responsabilité. Pour moi, ce sera un peu les mots de la fin de ce soir. Merci beaucoup de tout ce que vous avez donné, de tout votre partage d'expertise. Merci de vos questions. On n'a donc pas eu un temps de questions autrement, mais elle est venue naturellement maintenant. Je crois que ça répondait à une attente. Donc, bonne fin de soirée. Notre prochaine séance aura lieu le 13 janvier sur le thème climat et migration. On a un intervenant jésuite qui connaît bien la partie. On espère avoir un intervenant d'Afrique qui pourra nous donner le point de vue des pays de départ. En tout cas, c'est déjà fixé au 13 janvier. C'est un jeudi de nouveau et ça aura lieu, on espère, en mix distanciel-présentiel au Centre 8. Merci beaucoup à l'équipe de Fondation de nous avoir accueillis ce soir. Et voilà, bonne fin de soirée à chacun.